Alors pour vous qui n'étiez pas dans les coulisses la nuit de la décision qui a conduit à cet événement, voici le déroulement précis de la suite d'échanges qui ont conduit à ce moment. Topo. Ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de radio dessinée. Pas ma voix. Johan. Ah c'est vrai. Claire, tu ne veux pas nous organiser quelque chose? Claire. Oui. Cœur, love, love. Mais seulement si je peux choisir le thème. Robin. Ça tombe bien, on n'a encore jamais rien fait sur le moisi. Claire. Non, mais je suis pas comme ça, hein. Je m'intéresse aussi à d'autres choses. Et Léa. Ah mince, j'avais déjà trop hâte de parler de plantes en décomposition. Tu choisirais quel thème alors? Claire. La putréfaction. Alan, sortez vos calendriers. Merci à Claire donc d'avoir concocté cette rencontre. Trouver le lieu s'est révélé particulièrement compliqué. Cette fois-ci, il y avait 1000 occasions de renoncer. Eh ben, c'est pas le style de la maison. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à l'étage de l'excellente boutique de jeux Play-in Rivoli à Paris, en compagnie de Claire, et Léa, Johan, Pascal à la technique, Pierre alias Topo, et Robin. Et moi, à la main. Oui. Irène ne peut malheureusement pas nous rejoindre, mais elle est avec nous en pensée, en tout cas, et en audio, parce qu'elle nous a mijoté une petite chronique sur la gangrène qui sera ajoutée au montage. Et puis, une pensée et un gros câlin pour Alexa et Cléora, qui devaient être des nôtres ce soir, mais qui n'ont malheureusement pas pu se joindre à la fête. Une émission radio dessinée ne serait pas le quart de ce qu'elle est sans les magnifiques coups de crayon de nos fantastiques dessinatrices et dessinateurs. Donc, merci pour la chaleureuse bienvenue à Camille, Mel, Phip, Seth et Thomas. Topo nous fera des petits points réguliers sur les dessins en cours d'émission, comme lui seul sait le faire. Et puis, tant qu'on parle de dessinateurs, un immense merci à Pouillot aussi, qui nous a pondu une affiche absolument sensationnelle. Merci Pouillot. Et un immense merci au public, super chaud ce soir. Le troisième quart de cette formule magique. Ouais, merci à vous de vous être donné la peine de ramener vos fesses malgré le temps pourri. D'ailleurs, bravo, on est dans le thème. Les manifs, il y a probablement des grèves, on est à Paris, les embouteillages. Bah, sans vous, l'ambiance ne serait pas la même. Donc, les amis du public, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser à la fin de chaque chronique. On vous donnera la parole. Et puis, une radio dessinée, ce sont donc des chroniques, ce sont des dessins, ce sont des applaudissements. Et pour rendre tout ça possible, il fallait bien sûr un lieu approprié, le quatrième quart de la recette. Donc, un immense merci à Play-in, fantastique boutique de jeux en plein cœur de Paris, et plus particulièrement à David, le gérant, qui nous a demandé de lire le petit texte suivant. À qui on a proposé de nous écrire le petit texte suivant. Merci particulièrement à David, le gérant, à qui nous avons proposé de pondre le petit texte suivant. Donc, situé en plein cœur de Paris, à 2 pas de la sortie de métro Châtelet, au 59 rue de Rivoli, Play-in propose une très vaste gamme de jeux allant du jeu de société au jeu de rôle, en passant également par le jeu de cartes à collectionner et les puzzles. Play-in accueille au sein de ses magasins tout type de joueurs, du débutant jusqu'aux joueurs les plus aguerris. L'équipe de Play-in Rivoli, animée par une grande passion pour le milieu ludique, est présente tous les jours de la semaine pour guider et conseiller les clients dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. On confirme, hein. N'hésitez jamais à solliciter leur expertise pour découvrir de nouveaux jeux ou approfondir vos connaissances ludiques. Play-in Rivoli, ce n'est pas qu'un magasin, c'est aussi un espace de jeu à l'étage, où nous nous trouvons maintenant d'ailleurs, mis à la disposition des clients, du public, avec plus de 400 jeux jouables sur place et disponibles à la location. Cet espace permet aussi d'organiser différents événements tels que les tournois de jeux de cartes, Magic Lorcana par exemple, mais aussi des soirées jeux de société, jeux de rôle ou encore des soirées puzzle, permettant ainsi à Play-in Rivoli d'être un lieu de rencontre et de partage
pour les différentes communautés de joueurs de la capitale. Ouvert tous les jours, Play in Rivoli n'attend plus que vous afin de vous aider à vous prendre au jeu. Merci Davidus, et merci pour l'accueil. On va pouvoir attaquer les chroniques. J'ai un conseil d'amis. Si vous avez envie d'être rassuré sur la vie après l'amour, écoutez Cher. Si vous avez envie d'être dégoûté sur la vie après la mort, tournez-vous vers Claire. Claire, ma chérie, tu ouvres les feux. On te laisse poser le décor. Bonsoir à tous, merci d'être là. De mon côté, je vais commencer ma chronique par une info tout à fait pertinente. Un beau jour, ou peut-être une nuit, parce qu'après Cher, on va faire un petit hommage à Barbara. On meurt. Bah oui, quel suspense. Ma foi, vous ne regrettez pas d'être venu vous cultiver ce soir. En même temps, le thème de cette émission, c'est la putréfaction. Donc oui, en plus, ma chronique va être d'un rare glamour. En biologie, on va commencer par là. La putréfaction est généralement définie comme une étape de la décomposition, processus par lequel un corps privé de vie dégénère et se décompose sous l'action de facteurs biologiques, modifiant ainsi son aspect et sa composition. Pour aller plus loin, prenons pour ce soir un exemple humain. Disons Tata Huguette. D'abord, lorsque la mort de Tata Huguette survient d'un malaise cardiaque pendant l'écoute d'une émission de podcast un peu trop riche en émotions, une mort qualifiée de clinique, donc il y a arrêt des fonctions cardio-respiratoires, le cœur arrête de battre, la circulation du sang s'interrompt. Peu à peu, la température du corps s'équilibre avec celle du milieu ambiant, à une vitesse moyenne d'1 degré par heure en général, même si en vrai la réalité est évidemment plus complexe que cela et dépend de nombreux facteurs. Or, rares cas d'hyperthermie post-mortem qui sont souvent associés à des décès d'origine toxicologique et bénéficiant en France pour le moment d'un climat tempéré qui nous épargne le plus souvent une température ambiante supérieure à 37 degrés Celsius, on dira donc de Tata Huguette qu'elle a été refroidie. En parallèle, le sang descend sous l'effet de la gravité, s'accumulant sous la peau dans les parties basses du corps, donnant lieu à une coloration violacée sur ces zones, connue sous le nom de lividité cadavérique, et permettant d'ailleurs de tirer des conclusions sur d'éventuels déplacements post-mortem de Tata Huguette, si l'emplacement de ces lividités ne correspond pas à celui logiquement attendu au vu de la position du corps. Et des déplacements post-mortem qui sont évidemment initiés par une autre personne que Tata Huguette elle-même. Les tissus du cadavre, et notamment ses muscles, perdent quant à eux leur élasticité. Cette rigidité cadavérique, qu'on connaît aussi sous le doux nom de rigor mortis, touche d'abord les muscles de la nuque et du visage, donc les paupières et la mâchoire, puis s'étend graduellement, en quelques heures, à l'ensemble de l'organisme. Rigidité qui dure près de 2 jours et disparaît progressivement pendant qu'on peut voir se dessiner sur l'abdomen, berceau de notre microbiote, une première tache verdâtre de putréfaction, et oui, on y vient enfin. Ça va, on est bien, on continue ou pas? On continue. La décomposition des tissus humains comprend en réalité 2 processus distincts, l'autolyse et la putréfaction à proprement parler. Et les coupables de ces 2 processus ne sont pas les mêmes. L'autolyse, ça débute quelques minutes après le décès et ce sont les cellules du corps qui, sans métabolisme, qui sont privées d'oxygène, de nutriments, alors éclatent et meurent, ou même meurent puis éclatent, voire juste meurent mais n'éclatent pas. En fait, tout est possible et personne ne sait vraiment, mais dans tous les cas, éclatent ou non, les cellules, elles meurent et on est en quelque sorte sur de l'autodestruction du corps. La putréfaction, elle, ne se manifeste que lorsque ce processus d'autodestruction cellulaire a déjà bien avancé. Les bactéries et les micro-organismes, parce que oui, rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls à habiter notre corps, s'attaquent à leur tour aux tissus où ils trouvent maintenant quantité de fluides riches en nutriments, ces buffets open bar. La tache verte qui a débuté... Je vous sens moins bien là tout de suite. Ouais, on sent que déjà l'humour, ça se... Ok, très bien, j'ai viré des passages, vous inquiétez pas. La tache verte qui a débuté sur l'abdomen, dans les intestins, va prendre de l'ampleur, s'étend au thorax, les gaz produits par les bactéries s'accumulent, l'abdomen gonfle, des ampoules se forment sur la peau qui commence à se décoller, le visage se boursoufle, les yeux bouffissent et la langue ressort. À un stade plus avancé, quelques semaines plus tard, la peau, les cheveux et les ongles se détachent, le corps noircit. Des liquides ainsi que des gaz sont expulsés par la bouche, le nez et autres charmants orifices. Certains organes peuvent également éclater et chaque corps évoluant de façon différente et au vu de l'énorme impact du milieu dans lequel se trouve le dit corps au moment de sa décomposition, la meilleure des écoles pour étudier tout ça reste encore pour les professionnels des forces de l'ordre ou du monde médico-légal, ma foi, l'observation.
Je vous laisse pour les plus curieux d'entre vous vous renseigner plus en détail sur ce qu'on appelle les fermes des morts ou fermes des cadavres, qui sont des complexes de recherche et de formation tout à fait à part. La première ferme des morts à avoir vu le jour, c'est dans les années 80, c'est le complexe d'anthropologie légale de l'Université du Tennessee à Knoxville. Sur un terrain boisé d'une superficie de plus de 10 000 m², des corps, provenant de sources diverses, sont éparpillés un peu partout sur le terrain. Certains des cadavres n'ont pas été réclamés au bureau du médecin légiste, tandis que plusieurs centaines de cadavres proviennent de personnes ayant volontairement fait don de leur corps à la ferme. Les corps sont exposés de plusieurs façons afin de fournir des informations sur la décomposition sous diverses conditions. Certains sont laissés en plein air, d'autres enterrés ou semi-enterrés, immergés, emmurés dans des tombeaux, ou bien encore mon préféré, laissés bien au chaud à mariner au soleil dans des coffres de voitures. Malgré le caractère repoussant de tout cela, j'entends bien, gardez bien en tête la très haute valeur pédagogique que ce genre de champ de cadavres peut avoir. Le tout dégageant probablement un fort bouquet olfactif, dont on ne retient souvent que le nom de deux délicates molécules odorantes, la cadavérine et la putrécine. On est bien. Je vais poser les bases d'une bonne ambiance pour le reste de l'émission. Le bouquet olfactif de la décomposition étant en réalité un bien plus complexe que ça, puisque des chercheurs de l'université de Louvain en Belgique ont introduit dans des bocaux plusieurs échantillons de tissus de nombreuses espèces, porcs, lapins, tortues, poissons, oiseaux et j'en passe, et bien sûr humains, et les ont laissés se décomposer plusieurs mois durant. Les récipients étaient ouverts périodiquement pour analyser les différents gaz libérés. Ils ont ainsi mis en évidence plus de 450 composés organiques volatiles émis par les spécimens en décomposition. Et le constat est qu'à chaque espèce, son pourrissement. Les auteurs ont pu constater que l'odeur la plus proche d'un cadavre humain est celle du porc mort, du fait d'un pourcentage similaire de graisse corporelle et de poils, ainsi que de la présence de bactéries d'espèces voisines dans nos intestins. Voilà, donc par-delà la mort, l'être humain et le porc sont donc bel et bien copains comme cochons. Ah, je sais. J'ai pas pu résister. 8 composés ont été d'ailleurs exclusivement trouvés dans la chair de porc et dans celui de l'humain. Et 5 molécules des esters se sont même révélées être spécifiques à la chair humaine en décomposition. Mais tous les cadavres n'émettent pas d'odeur, cela dit. Vous avez l'adipocire, qu'on appelle aussi gratte-cadavre, qui est une substance blanchâtre, molle, qui se forme dans de très rares cas sur les cadavres et qui empêche en fait sa décomposition. Elle résulte de la saponification des graisses tissulaires du cadavre. Donc saponification comme dans la même réaction chimique qui sert à fabriquer du savon. Hein, on est bien d'accord. Moi je sais. Réaction qui se produit dans certaines conditions bien spécifiques comme un corps riche en graisse, un très fort taux d'humidité et un milieu pauvre en oxygène. Il n'y a alors dans ce cas-là aucune décomposition et donc aucune odeur de décomposition. Le corps ressemble dans ce cas-là encore une fois à une statue de cire et lorsqu'on le touche, la texture est décrite comme ressemblant à celle d'un pain de savon mouillé après la douche, ce qui se tient du coup vu la réaction chimique impliquée dans le processus. Mais bref, je m'égare et revenons à Tata Huguette. Parce que nous, on l'aimait bien quand même, Tata Huguette. Donc qu'est-ce qu'on va faire de toi? Alors, l'enterrer, eh ben bof. Parce qu'on aime bien Tata Huguette, c'est sûr, mais en fait, ça coûte cher à l'entretien, quand même, on va pas se mentir. Et puis, il y a de moins en moins de place dans les cimetières, ce qui ne va pas s'arranger en plus, puisqu'on voit passer des articles en ce moment qui montrent qu'en plus, les cadavres ensevelis se décomposent de moins en moins bien. La décomposition pourrait être altérée par des changements dans la composition des sols, comme leur pollution qui rendrait la faune et les insectes notamment plus rares et aussi moins efficaces. Angela Silva Bessa, c'est une chercheuse en anthropologie médico-légale qui passe au crible la composition des sols de cimetières au Portugal qui sont confrontés au problème de certains cadavres exhumés dans un état un peu trop frais par rapport à ce qui en était attendu. Ces résultats n'ayant aucunement mis en évidence une quelconque anomalie du côté du sol, et la putréfaction étant, on le rappelle, initialement enclenchée par notre propre population interne de bactéries, une autre piste envisagée est notre forte consommation d'antibiotiques
qui appauvrirait peut-être la flore intestinale et donc les bactéries impliquées dans le processus de putréfaction. Et on mentionne également notre alimentation riche en conservateurs qui ralentirait peut-être les étapes de la putréfaction. Et oui, si ça se vérifie, c'est quand même la meilleure pub du monde pour les conservateurs. On est d'accord. Complétons quand même que les cercueils modernes, qui sont très efficaces et probablement trop hermétiques, ne sont pas non plus pour rien dans cette histoire, et l'évolution des soins de conservation des corps. Ça va toujours. Une petite anecdote enterrement quand même à vous raconter. On va citer le cas de Margery McCall, qui a eu le grand privilège d'être enterrée à 2 reprises dans les années 1700. Sa famille l'ayant enterrée une première fois, persuadée de l'avoir vue mourir après une forte fièvre. Mais quand des pilleurs de tombes ont profané sa sépulture et tenté de scier le doigt de Margery pour récupérer une bague qu'elle portait, la morte s'est réveillée subitement. Margery est rentrée chez elle, manquant probablement de faire mourir de peur son pauvre mari en arrivant, et elle mourut ensuite pour de vrai des années plus tard, juste à temps pour son enterrement numéro 2, le dernier. Mais revenons, je m'égare encore une fois, à Tata Huguette. Autre option prisée, la brûler. Bon, bof aussi. En pratique, la crémation se déroule à une température de 800 à 1000 degrés Celsius pendant 1h30 dans un appareil qui est soumis à un fort apport d'oxygène permettant la combustion. Pour les adultes, les restes retrouvés dans l'appareil pèsent en moyenne 3,5 kg, régime express, et il s'agit de restes non calcinés des os qui se présentent sous forme de fragments plus ou moins importants. La partie la plus glamour de l'histoire étant que ces fragments pouvant être quand même de taille importante, la réglementation française prévoit que la crémation est suivie d'un broyage, beaucoup moins classe dans la brochure de pub, mais rassurez-vous uniquement si l'on prévoit de disperser les cendres dans un jardin du souvenir. Option numéro 3 pour Tata Huguette, la réduire en poudre. Est-ce qu'elle était scientifique dans l'âme, votre Tata Huguette? Car c'est pas encore autorisé en France, mais dans certains pays, on peut désormais depuis quelques années opter pour la cryomation, un rite funéraire présenté comme une alternative à l'inhumation ou la crémation des cadavres humains ou d'animaux de compagnie. Il s'agit ici d'une congélation à très basse température grâce à de l'azote liquide, suivie d'une réduction en poudre fine. Le tout se terminant par une déshydratation sous vide proche de la lyophilisation. La poudre de Tata Huguette ainsi obtenue peut alors servir de compost. Si Tata Huguette a mené une vie exempte de radiothérapie et que le corps n'a pas subi en amont de soins de conservation. Cette option, bien que très alléchante et qu'elle ne soit pas low-tech, serait écologiquement et sanitairement la plus vertueuse du marché. Plus anecdotique, si c'était une originale ou une passionnée d'histoire Tata Huguette, une entreprise américaine nommée Summum propose des funérailles originales. Pour la modique somme de 67 000 $, vous pouvez être momifié selon les traditions de l'ancienne Égypte, ou presque. De ce que j'en ai lu, ils sont eux-mêmes déçus car leur clientèle est pour le moment surtout constituée d'animaux domestiques. Et en parlant d'animaux domestiques, j'en arrive enfin à ce merveilleux moment de ma chronique. Parce qu'on m'a parfois accusé de beaucoup raconter ma vie à l'antenne. Je ne comprends pas pourquoi, ou en exposé au Palais de la Découverte, alors je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de, oui, vous raconter ma vie, évidemment, et de vous glisser un mot sur le fait que je suis tombée folle d'amour pour un petit machin il y a quasiment 1 an maintenant, mon doggy. Alors voilà, je ne pensais pas être capable de ressentir autant d'adoration et de dévotion et d'amour pour un quelconque être vivant, et je profite de ce moment pour faire un coucou à mon mec qui est présent dans la salle. Mais il faut croire que si, il paraît même que j'en parle trop, tout le temps, à tout le monde, c'est mes collègues qui me l'ont dit, alors bon, j'avais surtout pas raté l'occasion d'en faire des caisses et de vous montrer sa photo ce soir, et de dire à tout le monde sur le grand internet mondial à quel point j'aime mon chien. Même si lui, bon, il m'échangerait probablement sans la moindre hésitation contre de la pâtée. Mais je me console en me disant qu'il ne se rend pas encore compte de ma vraie valeur. Peut-être un jour post-mortem, il en aura l'occasion, puisque Topo, ici présent, m'a partagé un article tout frais de cette année d'après lequel, oui, votre animal de compagnie pourrait manger votre cadavre. Quelle information adorable. Cet article mentionne notamment le cas d'un homme décédé à son domicile en Australie. Lorsque sont arrivés sur les lieux la police australienne, il ne s'attendait probablement pas aux 30 chats également présents au domicile, ni au fait que le corps de l'homme avait le visage rongé jusqu'au crâne et le cœur et les poumons disparus.
Pour dissiper tout doute sur ce qui s'était passé, un chat était toujours assis bien heureux dans la cavité thoracique de son propriétaire. Miaou miaou kitty kitty. Et il ne s'agit pas du tout d'un fait isolé, ce qui amène d'ailleurs les forces de l'ordre à créer de nouvelles façons de réfléchir et procéder sur les scènes de crime impliquant des rongements post-mortem et la présence d'animaux de compagnie éventuels. Des études ont par exemple révélé certaines différences entre nos petites boules de poils canines et félines. Les chiens auraient ainsi tendance à manger le visage et la gorge des humains, puis éventuellement à casser les côtes et à mâcher les os. Les chats, en revanche, enlèvent souvent la peau du nez, des lèvres et des doigts. Plus mignon, tout de suite. Les chercheurs pensent que la faim est généralement la principale motivation, même si les animaux n'attendent pas forcément d'avoir la dalle. En fait, un léchage de réconfort d'un animal inquiet que son maître ne réagisse pas peut en fait très rapidement se transformer en alimentation. Notons pour finir aussi le cas d'un hamster qui a fait son nid avec des morceaux de peau du visage de son regretté propriétaire. Voyons ça comme une dernière option recyclage pour Tata Huguette, à qui on souhaite bien évidemment, pour finir cette chronique, de ne pas m'avoir pour nièce. Votre estomac est bien accroché, ça va? C'est-à-dire que la chronique de Pierre n'est pas encore passée. Très soft. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question pour Claire? Ah. Vous parlez de différents processus de décomposition, mais genre il y avait la crémation, il y avait la congélation, c'est ça pour environ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de vous quand vous serez mort? Globalement, c'est ça la question. Quelles sont les options qui s'offrent à vous pour se débarrasser du corps bien encombrant de Tata Huguette? L'enterrement, c'est quand même encore très privilégié. La crémation. Et puis, la cryomation, c'est pas encore dispo en France. Donc, pour l'instant, vous avez les deux options. Et vous pouvez éventuellement contacter la compagnie américaine Summum, qui, de ce que j'en ai lu, se désespère. Parce que pour l'instant, ça ne touche que finalement un jeune public. Et donc, ils sont assez déçus parce qu'ils ont des clients, mais qui sont pas encore morts, quoi. Donc voilà, ils ont pas encore pu vraiment tester leur truc. Voilà. Il y a un autre procédé qui s'appelle l'aquamation. J'en sais rien du tout. J'ai pas regardé. Je peux peut-être compléter, mais non, mais parce que vous boycottez tout le temps les plantes, mais il y a des... Pas du tout, j'ai dit qu'elle pouvait servir de compost, Tata. C'est vrai. Il y a des startups qui se lancent aussi dans le fait de construire des espèces de capsules d'enterrement dans lesquelles on plante des arbres, ou alors des petites combinaisons en fibres de champignons qui font que, voilà, biodégradables, qui font que les champignons te colonisent plus vite et que du coup tu accélères ta décomposition. Ouais. C'est trop bien. Choisissez ça. Ok, je vous propose qu'on enchaîne puisqu'on est déjà 6 pieds sous terre. On va prendre racine. Et Léa, tu vas nous parler de plantes charognes, de plantes qui détectent des cadavres, de trucs qui font pourrir les légumes. Et bien sûr, tu vas arroser ça de quelques grands crus alsaciens pour le dessert. Effectivement. Alors le thème de cette émission, ça fait longtemps qu'on en rêve, moi je vous le dis. Ça fait des années que j'entends Claire, notre podcasteuse / chimiste / médiatrice préférée, nous parler de pipi, de caca, de moisi, sans avoir jamais accompli son rêve le plus cher de nous organiser une radio dessinée sur ce dernier sujet. Et voilà, le temps est enfin venu de compléter son bingo, sa bucket list de sujets dégueux. Et là j'ai la pression. Oh non mais j'en ai d'autres, toi. Comme d'habitude, on relève le challenge de l'exercice de style et on réfléchit à un sujet. Notez cette date dans le calendrier, c'est la seule fois où je vous ferai une chronique pourrie sur de la botanique. Profitez bien. Alors réfléchissons un instant, c'est quoi la putréfaction? Si on consulte la définition de Claire ou un autre dictionnaire, ça nous dit simplement que c'est la dégradation de la matière organique, celle dont sont composés les êtres vivants, sous l'action de micro-organismes. Dans micro-organismes, j'entends bactéries, champignons, tout ce qui se voit pas à l'œil nu, et dont tout le monde se fout. Mais que viennent faire les plantes là-dedans, me direz-vous? Eh ben, à peu près tout. En tant que organisme capable de produire de la matière organique elle-même, on appelle ça des producteurs primaires, puisque ce sont elles qui fournissent toute la matière organique de la planète grâce à leur capacité de photosynthèse. Elles sont à la base de toutes les chaînes alimentaires. On doit manger des organismes photosynthétiques, donc des plantes en gros, si nous, pauvres animaux, voulons survivre. Lorsqu'elles terminent leur vie, cette matière est restituée au sol et à l'atmosphère par des phénomènes qui portent des doux noms comme minéralisation,
humification, c'est-à-dire la formation d'humus dans le sol. En quelques jours, mois, années, ce sont tout un cortège d'insectes, les détritivores, puis de champignons et de bactéries, les décomposeurs, qui vont permettre de dégrader les matériaux tombés au sol, de couper le bois, la cellulose, les sucres en toutes petites briques qui pourront ensuite être réemployées par une nouvelle génération d'êtres vivants. Alors cette réaction peut être relativement longue, en général elle se fait dans le sol, donc dans des conditions sans oxygène. Lorsqu'on contrôle un peu plus ce phénomène mais que l'on l'accélère un peu dans des conditions où on a de l'oxygène, là on fait ce qu'on appelle du compostage, que vous connaissez dans vos jardins, et on peut rapidement décomposer la matière organique végétale pour faire du compost très riche en nutriments, pour enrichir les sols et obtenir des plantes très bien nourries. Alors qu'est-ce qui dégrade cette matière organique, ces plantes, pour obtenir ce joli compost à la fin? Dans le sol, il y a des bactéries, des champignons qui dégradent les plantes. Il y en a des centaines, que dis-je, des milliers. Souvent, vous ne les voyez pas à l'œil nu, mais vous en voyez le développement lorsque vos légumes se ramollissent dans votre frigo, par exemple, ou que vos fruits se recouvrent d'une poussière douteuse qui vous donne plus du tout envie de les manger. Et c'est un vrai sujet. On estime que 15 à 50%, selon les endroits de la production alimentaire mondiale, sont perdus à cause de ces micro-organismes décomposeurs, formant des moisissures et du pourri bien sympathiques. Parmi les stars de vos placards et de vos frigos, un champignon, Rhizopus stolonifère, qui forme des taches de pourriture noires sur des plantes aussi diverses que l'ail, l'oignon, le chou, les courges, les fraises, les tomates, ou encore vos tranches de pain. Je vous montre Rhizopus stolonifère, et vous reconnaissez cette douce mousse blanche que vous avez sur vos petites fraises dans votre frigo. Spoiler alerte, si vous les avez laissées suffisamment longtemps pour qu'elles en arrivent là, c'est pas bien. Achetez-en moins, mangez-en plus, faites quelque chose, ne gaspillez pas. Autre exemple, les champignons du genre Penicillium, qui forment la moisissure bleue ou verte sur vos agrumes. Miam, les clémentines ramollies, on adore ça. Qui en passant ont permis à Alexander Fleming de découvrir un très fameux antibiotique, la pénicilline. Ou encore les champignons du genre Aspergillus, qui forment la pourriture noire. Ou encore le champignon Botrytis cinerea, la pourriture grise, qui peut infecter plus de 200 espèces de plantes différentes et faire de gros dégâts. Dans certaines conditions climatiques, ce champignon se développe sans porter trop de préjudice à la plante. En perforant la pellicule des grains de raisin à maturité, par exemple, il va augmenter la perte d'eau du fruit et concentrer le sucre dans les grappes. Qui dit plus de sucre, dit plus de fermentation pendant le processus de vinification après la récolte, puis plus d'alcool. Ce qui est évidemment très recherché par les viticulteurs, puis les consommateurs de breuvages alcoolisés. Et dans ce cas, la pourriture n'est plus grise, elle peut devenir noble. Voilà. Ah. Voilà comment on surclasse du pourri. Bon, c'est cool tout ça. On peut retenir que la décomposition chez les plantes, c'est la vie, c'est utile, ça sent presque toujours bon. Mais pour honorer complètement le thème de l'émission et faire plaisir à Claire, je ne pouvais pas que parler du pourri qui fleure bon. Il fallait aller dans le sale, dans le dégueulasse, dans les trucs qui donnent un peu la nausée. Alors penchons-nous un peu sur les cadavres d'animaux, la charogne, la vraie. Parce que oui, on peut parler des plantes et des morts, et c'est pour ça que pour toi, public, et pour toi, Claire, j'ai rédigé la chronique qui suit, intitulée « Botanique, t'es mort ». Claire vous l'a expliqué tout à l'heure, dégrader un cadavre, c'est tout un processus pendant lequel les bactéries de notre tube digestif, puis les bactéries d'ailleurs, vont commencer à nous manger très lentement. Tout un cortège d'insectes peuvent arriver et aider à faire le boulot, et en l'espace de quelques semaines, il ne reste plus que des os. Sauf conservateurs et autres problématiques. Vous imaginez bien que ce processus ne laisse pas le sol indemne, provoquant localement des changements dans la concentration de la matière organique, et notamment dans l'azote. Eh bien, figurez-vous que des chercheurs se sont demandé si les plantes ne pouvaient pas aider à retrouver des cadavres enterrés. Car le problème est de taille. Selon des chercheurs de l'université de Tennessee, aux États-Unis, donc l'endroit où se trouve la fameuse ferme des cadavres, plus de 160 000 personnes meurent chaque jour. Certains proches de leur famille, mais d'autres dans des circonstances où on ne les retrouve jamais. Une guerre, un assassinat, etc. Si les corps sont enterrés en forêt, il est quasiment impossible de les retrouver. Dans la police scientifique, on a déjà l'habitude de s'intéresser au suivi des insectes pour évaluer la dégradation des cadavres et dater l'heure de la mort, mais est-ce qu'on pourrait utiliser des plantes pour retrouver des cadavres ? On sait par exemple qu'avec plus d'azote dans le sol, les plantes ont tendance à produire plus de chlorophylle. Ce qui conduirait à un changement de ce qu'on appelle la réflectance de la feuille, la façon dont les feuilles dévient la lumière incidente, ainsi qu'à une variation de la fluorescence des feuilles.
D'ordinaire, l'équipe dont je vous parlais de Tennessee travaille sur des plantes modifiées pour détecter et signaler des changements dans l'environnement, créant ce qu'ils appellent des phytosenseurs. Exemple, vous modifiez une plante pour produire une protéine fluorescente, et dès lors que le sol est contaminé par un pathogène, la plante senseur s'allume et détecte le danger avant que les plantes environnantes ne tombent malades. Suivant cette logique, si certaines plantes pouvaient naturellement cumuler suffisamment de changements métaboliques à proximité d'un cadavre, et que ce changement pouvait se traduire par des différences visibles par des méthodes d'imagerie, par exemple des drones avec des caméras qui mesurent la fluorescence par exemple, ou la réflectance des feuilles, il deviendrait possible de retrouver des cadavres disparus dans des forêts denses sans même organiser des battues avec plusieurs dizaines de personnes. Cette piste est toujours à l'étude, mais elle est loin d'être totalement farfelue. Alors on attend les développements avec impatience, et il y a plein d'articles qui sont sortis depuis 2020 sur ces personnes qui travaillent sur le sujet. Je vous mettrai la référence de l'article dans les notes d'émission, évidemment. Mais revenons-en à la décomposition de nos cadavres. Claire l'a dit, ce processus émet tout un tas de composés odorants, souvent malodorants. Les chercheurs estiment qu'il y a jusqu'à 800 composés différents qui sont impliqués dans l'odeur d'un corps en décomposition. Et les stars de ces odeurs, Claire les a mentionnées, la putrécine et la cadavérine, par exemple. Eh bien, figurez-vous que les plantes sont capables de produire ces molécules aussi. Et oui, certaines misent même sur l'émission de ces composés pour servir leur propre reproduction. Et oui, pourquoi ne pas imiter l'odeur d'un cadavre en décomposition pour attirer des mouches ou des scarabées nécrophages, alléchés à l'idée de se faire un bon buffet de charogne. Avec un peu de chance, on pourrait profiter de la visite de ces insectes pour se faire trimballer un peu de pollen et se reproduire. Dans la liste des plantes dites charognes, en raison de leur odeur, on trouve des plantes de plusieurs familles. Alors les stars de l'exercice, littéralement, ce sont les stapélias ou les cactus étoiles de mer. Des plantes succulentes d'Afrique du Sud qui ressemblent un peu à des cactus et qui ont des fleurs en forme d'étoiles. Contrairement aux cactus qui sont dans la famille des cactacées, elles sont dans une famille qu'on appelle les apocinacées. C'est un piège. Du côté de l'Amérique du Nord, on retrouve le pawpaw ou l'aziminier, un fruit comestible dont les fleurs sentent aussi le cadavre. Mais le fruit est comestible. Nous avons aussi du côté de l'Asie le sterculier fétide, même combat si bien qu'on le surnomme l'arbre moufette en anglais. Et moins poétique, l'arbre caca ou l'arbre à merde, du côté de Mayotte. Pareil pour le chou moufette, que vous voyez à l'écran, ou l'arôme titan, ainsi que la raflésie, qui a inspiré le Pokémon Rafflesia, qui fait partie des plus grandes fleurs du monde. Alors, chose anecdotique, le chou moufette et l'arôme titan, qui est la plus grande inflorescence du monde, ont la particularité de monter en température, ce qui augmente encore plus la diffusion de leur parfum dégueulasse pour attirer des insectes. Ce processus s'appelle la thermogénèse. Et même les orchidées peuvent s'y mettre. Les orchidées, c'est joli. Eh bien, figurez-vous que l'odeur des fleurs de certaines espèces de bulbophyllum ont été comparées à celle d'un troupeau d'éléphants en décomposition. Impossible de rentrer sereinement dans une serre de jardin botanique lorsqu'elles fleurissent, l'odeur est apparemment insoutenable. D'ailleurs, avis à tous les jardins botaniques de France et de Navarre, Chroniqueuse Végétale cherche témoignages ou expériences en temps réel pour vraiment certifier ce phénomène. Le pire, c'est peut-être ces plantes qui non seulement prennent l'odeur, mais aussi l'aspect d'un cadavre. Je peux vous montrer l'exemple de l'arôme cheval mort, en anglais, qui pousse le vice jusqu'à prendre la texture d'une croupe de cheval arrière, qui pue. Voilà. Et oui, toutes ces plantes se reproduisent en imitant l'odeur de nos morts. Aucun respect. Cette technique existe aussi chez certains champignons, pour disperser non pas leur pollen cette fois-ci, mais leurs spores. C'est le cas de la famille des Fallacées, dont le genre principal est Phallus. Non seulement il ressemble à un pénis, mais en plus il pue le cadavre. Voilà, il fallait que je le mentionne. Bref, quand les plantes te disent clairement d'aller botaniquer tes morts, on ne reste pas de marbre, contrairement à nos pierres tombales. Transition un peu moisie, certes, mais en parlant de pierres tombales, je me permets un dernier écart avant de clôturer cette chronique, car ce week-end est organisé un événement qui s'appelle le City Nature Challenge, que Pierre Carner, ici présent, organise à Paris, un défi de sciences participatives, pendant lequel vous pouvez envoyer vos observations d'animaux, d'insectes, de plantes, de champignons urbains en ville grâce à l'application iNaturalist. Pierre m'a gentiment invité ce week-end pour participer à des identifications botaniques sur Paris avec ses étudiants. Sous la pluie. Sous la pluie, c'était très agréable.
Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, de plus en plus de villes réduisent l'utilisation de produits phytosanitaires, ce qui a pour conséquence de favoriser le retour de la biodiversité en ville. Et ça commence à devenir intéressant de regarder ce qu'il se passe, et surtout dans certains endroits particuliers, parce que parmi les premiers endroits où on a abandonné cette pratique, figurent des lieux plus ou moins fréquentés, les cimetières. Les résidents du genre humain sont plutôt calmes dans l'ensemble là-bas, ce qui est très propice pour l'installation de nombreuses espèces, y compris de plantes. Et depuis l'an dernier, un nouvel enthousiasme est donc né pour l'observation de la flore spontanée des cimetières, qui offre d'ailleurs des milieux très particuliers, plutôt secs, avec des graviers. On y observe donc même parfois des espèces rares, patrimoniales, voire protégées. J'ai d'ailleurs pu lire, en préparant cette chronique, un mémoire qui est sorti en janvier 2024, qui s'appelle « La biodiversité floristique des cimetières franciliens », écrit par Jeanne Vallet, et dont on vous mettra le lien en note d'émission. Donc, à défaut de manger des pissenlits par les racines, vous pouvez donc aller les observer et les photographier jusque dans les cimetières de vos villes. En voilà une idée de sortie originale. Les sciences naturalistes comptent sur vous, et c'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Je sais pas laquelle des deux chroniques était la plus dégoûtante. Je pense qu'elle moi, va. c'est ex aequo. Est-ce qu'on a une question du public pour Eléa? Oui. Du Tennessee, là, vous avez été deux à en parler. Est-ce qu'on a des fermes à cadavres en France? Alors, la question est-ce qu'on a des fermes à cadavres en France? À ma connaissance, je ne crois pas. Non, moi, de ce que j'en ai vu, il y en a encore que très peu. Ça, c'est moins d'une dizaine. C'est plutôt aux États-Unis, et je crois qu'il y en a un en Australie à vérifier. Mais nous, en Europe, on n'est pas trop friands de ce genre d'activité. Il y a des problèmes d'éthique. Alors, parlant de problèmes d'éthique, on va voir que même aux États-Unis, ça commence à être un petit peu compliqué. Je vous ai parlé des dons et des corps non réclamés. En vrai, c'est assez lourd au niveau des processus, et ça crée pas mal de polémiques là-bas. Est-ce que, puisque les cadavres peuvent faire changer le pH du sol, est-ce que c'est possible avec un cadavre de changer la couleur d'un... C'est pour un ami la question, j'imagine. Alors, la question est, est-ce que la dégradation d'un cadavre pourrait faire changer l'acidité du sol, donc le pH du sol, et du coup faire changer de couleur certaines plantes? La réponse simple à cette question, c'est que les plantes qui changent de couleur selon l'acidité du sol, elles ont aussi besoin d'un certain type de minéraux, dont de l'aluminium, etc. Donc il n'y a pas juste l'acidité qui fait changer la couleur, mais aussi la concentration d'autres composés. Donc il faudrait que la personne qui soit morte soit, par exemple, intoxiquée aux canettes en aluminium et qu'elle se dégrade dans le sol pour faire changer la couleur des hortensias, par exemple. Ou des... Ouais, j'allais dire, je pense que c'est plutôt les hortensias qui sont des indicateurs colorés de pH. Non, mais en vrai, il y en a plein qui changent en fonction du pH. Mais oui, c'est une bonne idée. Il faudrait essayer. Faudrait essayer. C'est pas les bonnes idées qui manquent ici. Très bien. On va faire un petit point sur les dessins. Le point dessin de Topo. Donc, on commence par un dessin de FIP dans lequel on voit. Je vais présumer qu'à chaque fois qu'il y a un lapin qui dit une connerie, c'est FIP. Donc, FIP est en train de regarder un homme mort recouvert de dessins avec des petits pénis. Et FIP s'écrit c'était un accident. Mais par contre, prums pour les reins. Un dessin de Mel. Qui est donc face à une pile de papier, donc les dessins que envoie à toute allure FIP, et qui dit putain encore à côté de FIP, et FIP qui dit bite, en dessinant un lapin muni d'une bite. Et en dessous le titre FIP, le mec qui fout des complexes. Un dessin de Sef dans lequel on voit un cadavre, l'œil par à gauche, il y en a un autre qui est tombé, et qui s'écrit laissez-moi putréfier tranquille. Un dessin de Mel dans lequel on voit le titre Podcast Science spécial pourri. Mel est installé à côté de FIP et qui dit comme l'humour de FIP. Et FIP qui dit on a un dessin de FIP, peut-être une réponse on ne saura pas. Émission Le Pourri, on voit un lapin, donc ça va être FIP, qui dit testing, 1, 2, et qui meurt. Voilà. Ah oui, qui dit worth it, en effet, j'ai oublié. En mourant. Un autre dessin de FIP, dans lequel il y a FIP, on va dire. Tout est raccord, nickel, bravo Podcast Science. Elle est super pourrie la connexion. Et en effet, il est muni d'un téléphone et il n'a pas internet.
Un dessin de Camille, dans lequel on voit son personnage, un avatar, une grenouille qui est en train de respirer. Moi, en train d'ouvrir mes chakras de l'humour. Un dessin de Fip. Ça va être long, hein, ça faut... Dans lequel on voit Mel et Fip. Mel qui s'écrit « Fip, tu connais le Pas de Beat Challenge ?» Fip répond « Ça ressemble à un piège. Ça a l'air super dur. Comme ma... » Un dessin de Fip. Fip qui dit « J'espère que je suis payé pour les dessins avant que ça commence. » Claire qui dit « Merci à tous les volontaires. » Fip dit « Damn. » Un dessin donc de Thomas, je me trompe pas, dans lequel on voit un cadavre rempli de champignons face à un micro, lui aussi recouvert de champignons. Est-ce que c'est un commentaire par rapport au départ un tout petit peu retardé de notre émission? Je ne sais pas. Un dessin de Seth avec un personnage super-héros qui est face à une créature blobesque. C'est trop horrible, Putrefaction Man est imbattable. Alors là, je l'ai inclus, mais je suis pas sûr qu'il devait être inclus. C'est Mel qui s'est dessiné avec des larmes, en train de me dire « Pierre, tu peux brancher mon tel à un ordi, je n'ai plus de batterie et ma batterie est... et HS, je vais peut-être être dans la mer pour rentrer sinon. » Il est branché, je peux te faire un état des lieux, il est à 77%. Un dessin de Fip, comme par hasard, avec un personnage donc qui est facteur. « Bonjour, c'est le facteur biologique. » Ah, mes nouveaux reins, répond la personne. Et Fip qui s'est dessiné tout en bas, personne ne verra que je fais cette blague à chaque fois. Un dessin de Mel qui a dessiné Claire, super joli, elle marque meuf trop fraîche. Et donc, Claire dit, bon bah voilà, un jour, on va tous mourir, on va tous devenir tout violets, et on va s'auto-digérer de l'intérieur. Les épisodes de Podcast Science en live, ambiance. Un dessin de Fip, en effet. Qui a deviné? Claire décrit la naissance d'un clown. La langue sort et les yeux explosent. Laissé au chaud mariné au soleil dans un coffre de voiture. Pouet pouet. Un dessin de Fip. Bonjour, c'est le fleuriste olfactif. Et la personne qui reçoit le bouquet. Oh, mon bouquet. Machin, c'est un dessin de Fip. Ah, voilà. Et Fip qui s'écrit... Ah non, c'est Claire du coup qui dit « Pour faire du savon, il faut du gras, pas d'air et de l'humidité. Les nageurs, astronautes font les meilleurs sujets. » Figure 1, Youpi, où on voit un astronaute en effet dans une piscine. Un dessin de Mel, the perfume of the death. Ne garantit pas le retour de l'être aimé de qui que ce soit en fait. Et on voit en effet un parfum où il y a marqué 50% cadavérine, 50% putrécine, une personne qui vomit et par contre un zombie qui dit « Moi, j'adore ». Un dessin de Seth face à un énorme nuage nauséabond et deux personnes qui parlent, un mec qui dit « Vous faites quoi ici ?» À votre place, j'allumerai pas ma cigarette. Un dessin de Fip. Ah, j'ai plus d'origan. Et il tient une petite canette avec marqué Tata Huguette. Tata Huguette spicy. Bah, ça se tente. Un dessin de Mel avec un personnage qui est en train de regarder son chat et qui dit traître. Un dessin de Thomas qui s'est auto-dessiné en marquant dessinateur se décomposant sur place à la première chronique de l'émission. Un dessin de Fip, incroyable. On a 3 options pour se débarrasser d'un corps. L'inhumation, le barbecue, la congélation, le compost. Et là, on voit un personnage qui ressemble à s'y méprendre au personnage donc de Jean Reno. Je pense que c'est... Ah, Breaking Bad, pourquoi pas. Et l'acide aussi. Un dessin de Camille. Saponification des cadavres dans lequel on voit deux personnages dans une voiture et accroché un petit doigt et son os qui visiblement sent bon. Un dessin de Fip. Quand je meurs, je vais être enterré à côté du chat et qu'on plante le figuier dans mes fesses. Pour les enfants, les figues, hein, c'est pour les enfants. Ou un abricotier, allez. Voilà, donc ça, c'était bon pour testament fait à Podcast Science. Un dessin de Mel dans lequel on voit un personnage, un énorme champignon avec des grandes dents, le plus grand serial killer, décomposeur, les champignons. Un dessin de Camille qui marque, donc qui a représenté quelqu'un avec une plante attachée à une laisse qui cherche. Et la plante fait pour renifler le cadavre. Encore un dessin de Camille dans lequel on voit un cadavre sur lequel sont en train de pousser des bactéries et des petites mouches mourir seules et finir dévorées par ses propres bactéries de compagnie.
Un dessin de Mel dans lequel elle parle, elle nous dit « La pourriture noble, c'est celle qui transforme le jus de raisin en vin, par exemple. » Alors, on peut peut-être mettre Gérard Depardieu dans le lot. Un dessin de Phippe dans lequel on voit deux personnages, un qui porte un t-shirt dans lequel il y a marqué « Botanique, t'es mort » et l'autre qui lui dit « Bon, c'est décidé, je revends tes cassettes de Prison Break. » Et on finit par un dessin de Seth dans lequel on voit un cadavre sur lequel est en train de pousser plein de racines et de champignons. Une fin utile, point d'interrogation, on n'avait pas le dessin. Et donc il n'y avait pas le dessin, je peux vous le montrer. Bon, un immense bravo au dessinateur, c'est vraiment génial. Allez, sans transition, notre ami Johan fait à la fois dans le grandiose et le consensuel en proposant rien de moins que protéger l'univers contre la prolifération de la raclure biologique. Merci bien, Alan. Très bien, je te laisse ouvrir l'émission. Voilà, la chronique, parfait. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis l'astrophysicien de la bande. Bon, le pourri, l'espace, tout ça, bon voilà, encore une fois, merci l'équipe. Je note que les sujets d'émission en public sont tous très orientés. Les plantes, les œufs, le caca, le pourri. De quoi j'ai bien pouvoir parler, moi. Bon, bref, vous savez ce que c'est du biocentrisme, tout simplement. Conception étriquée du monde qui favorise injustement la matière animée face à l'inerte. Oui, mesdames, messieurs, de la discrimination, à croire que vous n'aimez pas les cailloux. Voilà. Alors que je voudrais tant vous parler, moi, de physique, froide, rationnelle, pure, mathématiquement exacte, en un mot, propre. Ah, si on me laissait le choix, j'aurais pu vous parler de la beauté nue et glacée d'une surface planétaire sans atmosphère. Du silence éternel des trous noirs supermassifs déchiquetant des étoiles. De la puissance purificatrice d'un astre, entrant en supernova, nettoyant d'un seul coup d'un sol l'intégralité de ces planètes de leur raclure biologique. Et au lieu de ça, on me demande de parler du pourri, de cette vie purulente et crasseuse, salissant notre univers immaculé de ses sécrétions incontrôlées. La matière biologique est, je cite, une plaie, le cancer de cette planète, vous êtes la peste, et nous sommes l'antidote, comme le dit si bien le héros du film Matrix, la Ah oui, parce que la vie, ça suppure, ça s'étend, ça postillonne. Et nos germes, nos mycoses, notre pourriture ne cherchent qu'une chose, c'est aller grouiller sur d'autres terrains de chasse. Si vous pensez le contraire, essayez de ne pas nettoyer votre salle de bain cette année, vous allez voir comme ça se propage. Et donc ce soir, je vais vous parler d'une agression, mesdames et messieurs. Donc, d'un côté la victime, l'univers, faisant son bonhomme de chemin tranquille, stérile, de toute éternité. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme le dit Baudelaire. De l'autre, l'agresseur, la pourriture biologique, comme le dit aussi le poète, mais pas dans le même, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Et pour protéger l'univers contre la pourriture biologique, il y a les officiers de la protection planétaire. Alors attention, c'est la protection planétaire, il ne faut pas confondre avec la défense planétaire, qui est le champ d'études qui traite des moyens de protéger la Terre de l'impact des gros cailloux géocroiseurs qui, sur la tronche, en mode bye bye les dinosaures. À parté d'ailleurs, les géocroiseurs, c'est pas par méchanceté, c'est la façon dont l'univers se défend contre l'agression biologique. Non, la protection planétaire, c'est comment les agences spatiales vont protéger l'univers de la vie qu'on y apporte. Car oui, c'est pas nouveau, les humains ont toujours proposé des passagers clandestins avec eux où qu'ils aillent. Par exemple, avant l'exploration des océans par les marines européennes à la Renaissance, les îles isolées possédaient souvent une richesse écologique particulière, caractérisée par un grand nombre d'espèces endémiques. Mais du coup, elles étaient aussi très vulnérables à l'invasion d'espèces prédatrices, comme par exemple les rats, qui arrivaient en douce sur les bateaux des marins, perturbant des équilibres délicats établis sur des millénaires. Et une étude de 2016 indique que le rat noir serait en partie responsable de l'extinction de 75 espèces en 5 siècles, incluant 52 espèces d'oiseaux. Et donc voilà, il n'y a pas que les dodos donc, qui ont disparu à cause des passagers clandestins. Et comme on commence à grouiller aux quatre coins du système solaire, il s'agit aussi de faire attention de ne pas faire disparaître les dodos martiens. Et les missions Apollo ont ainsi, par exemple, laissé leurs sales traces bactériologiques sur la Lune, déjà tout simplement parce que les astronautes ont laissé leur sac à caca sur la surface immaculée de notre satellite.
Alors vous allez me dire, bon ça va, sur la Lune, c'est pas non plus l'endroit le plus habitable de ce côté-ci du système. Normalement, pas trop de soucis de prolifération de la flore intestinale de Buzz Aldrin. Oui, sans doute. Parce que lors de la mission d'Apollo 16, les astronautes ont réalisé une expérience au cours de laquelle ils ont conservé un échantillon de 9 espèces de microbes à l'extérieur du vaisseau spatial, les exposant ainsi aux conditions les plus difficiles du vide de l'espace. Et nombre de ces microbes ont survécu. Alors, bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose, quelques jours dans l'espace par rapport à 50 ans dans l'espace. Mais bon. Ces expériences sont reproduites de manière régulière sur la Station spatiale internationale et des dizaines de composés organiques, microbes, champignons, ont été ici exposés et montré une résistance tenace aux conditions du vide ou martiennes. Autre exemple, des spores bactériennes ont été réactivées alors qu'elles avaient été dans l'Arctique après plusieurs milliers d'années passées dans la glace. Il n'est donc pas totalement exclu que les spores contenus dans les matières fécales des missions Apollo puissent être réactivés après des décennies passées sur la Lune. Et d'ailleurs, des chercheurs suggèrent très sérieusement que d'aller chercher le caca d'Armstrong sur la Lune pour le ramener pour analyse serait un bond de géant pour la recherche en astrobiologie. C'est pour ça qu'on va y retourner. C'est pour ça qu'on va y retourner. Bon, du coup, on voit que déjà là, on n'est pas tout à fait sûr que ça ne se propage pas. Alors qu'en est-il sur Mars, qui a une atmosphère et même un petit peu d'eau liquide ? Car oui, si on commence à se dire que la vie martienne actuelle n'est sans doute pas des plus trépidantes, on sait aussi que Mars fut chaude et humide dans le passé et des milliards sont actuellement investis pour envoyer des missions pour détecter une vie passée à travers des traces fossiles, voire ramener des échantillons sur Terre. Imaginez la révolution philosophique que cela engendrerait. La vie ne serait pas apparue qu'une seule fois, mais 2 fois sur 2 astres différents. Mais vous comprenez bien que si on commence à creuser le sol de Mars, il faut faire très attention de ne pas détecter la propre vie qu'on y aurait amenée. Pour les rovers martiens comme pour les restaurants de station de ski, c'est la même règle. Merci de ne pas ramener votre propre pique-nique. Et c'est le travail des officiers de protection planétaire qui sont dans toutes les agences spatiales et en particulier la NASA et l'ESA. En plus d'avoir la carte de visite la plus cool du monde, ils sont chargés de faire appliquer des règles qui sont éditées par le COSPAR, qui est le Comité pour la recherche spatiale, une organisation non gouvernementale, scientifique internationale, dont les bureaux d'ailleurs se trouvent à un jet de pierre de l'endroit où nous enregistrons cette chronique, juste à Châtelet, là, c'est de l'autre côté du pâté de maison. Voilà. Bon, vous attendez pas non plus à croiser Will Smith en sortant. En fait, c'est uniquement le siège, le COSPAR. Au final, ce sont surtout des scientifiques de tous les pays qui se réunissent tous les 2 ans, quelque part dans le monde, pour discuter et éditer en particulier les règles de protection spatiale. Alors, quelles sont ces règles ? En fait, il y a 2 critères principaux pour évaluer les risques. Le premier, c'est relatif à la sonde, ou au rover, que nous appellerons ici l'intrus aux mains sales. S'il reste en orbite ou fait juste un léger passage au-dessus, ce n'est pas la même chose que s'il se pose au sol, et même l'IA, il y a différence s'il se déplace ou pas, ou de l'application avec laquelle il va mettre ses sales paluches partout, par exemple en forant sous la surface. Et le second, c'est relatif à la victime de l'effraction, une planète ou un corps du système solaire qui fait sa vie tranquille depuis 10 milliards d'années avant que l'intrus aux mains sales n'arrive. En effet, sa victime sera plus ou moins vulnérable en fonction de sa capacité estimée à se protéger contre une attaque bactériologique en règle. Alors, je vais pas vous mentir, c'est très anthropocentré ces catégories, c'est classé en fonction de, je cite, l'intérêt que le corps en question a pour la recherche de la vie dans l'univers. C'est pas vraiment le point de vue de la victime, si vous voulez mon avis. À partir de ces critères, donc, le COSPAR a identifié 5 catégories. Les premières, ce sont les victimes dont tout le monde se fout parce qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse y trouver de la vie, je cite, corps céleste qui ne présente pas d'intérêt direct pour la compréhension du processus d'évolution chimique ou de l'origine de la vie. Ça inclut la Lune, Mercure, Vénus et les astéroïdes non carbonés, donc environ 25% des astéroïdes. Bon, pour cela, pas de considération pour la victime ni de règles particulières. Vous pouvez laisser vos excréments comme on l'a vu. Ça ne fait pas sourciller le COSPAR. On peut noter que la présence d'une atmosphère, comme sur Vénus, n'est pas un critère nécessaire et les conditions sur Vénus sont tellement effroyables qu'on peine à imaginer qu'il puisse y avoir de la vie un jour. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller balancer votre caca. La seconde catégorie, ce sont les géantes gazeuses, les comètes, les astéroïdes carbonés. Ce sont, je cite, des corps célestes présentant un intérêt significatif pour le processus d'évaluation chimique et de l'origine de la vie, mais pour lequel il n'y a qu'une faible probabilité de contamination transportée par un agent spatial puisse compromettre l'exploration future.
En particulier, quand même, je note que pour les comètes, dont on pense, certaines théories pensent que c'est peut-être elles qui ramènent les éléments carbonés depuis l'espace qui sont à l'origine de l'apparition de la vie, donc elles sont très importantes dans le processus d'apparition de la vie. Mais je pense qu'il y a un côté un petit peu cynique de se dire, les comètes, il y en a plein, donc si on en salope une ou deux, c'est pas si grave que ça. Donc pour cela, il faut seulement bien documenter les stratégies de contact et faire attention à l'avenir de la mission une fois finie. La troisième catégorie, on commence à aller vers des victimes de choix pour nos agresseurs aux mains sales. Ce sont les endroits du système solaire où il y a le plus de chances que la vie s'y soit développée et où qu'elle s'y développe si on l'y introduit. Donc ce sont les corps avec de l'eau liquide et une atmosphère. J'ai nommé Mars, bien sûr, et puis le satellite de Jupiter, Europe, et le satellite de Saturne, Encelade. La catégorie 3, c'est seulement pour les orbiteurs, c'est-à-dire les missions qui ne se posent pas à la surface, mais qui font seulement un petit tour ou juste un petit passage en orbite, donc comme la sonde américaine Cassini qui est passée proche d'Encelade et dont on a parlé dans notre épisode 502, ou la mission européenne Mars Express. Donc pour cela, il faut commencer à faire attention à la décontamination de la mission avant le départ et prévenir tout risque de crash malheureux. C'est par exemple pour cela que la mission Cassini a été précipitée dans Saturne à la fin de sa vie pour éviter qu'elle puisse contaminer les satellites, donc comme Encelade par exemple. La quatrième catégorie, là c'est sérieux, c'est le contact direct avec la victime et l'intrus porteur de la pourriture biologique, j'ai nommé l'atterrisseur à la surface. Là, on parle uniquement de rovers martiens pour le moment, mais un atterrisseur sur Europe est prévu pour un décollage en 2026. Là, les contraintes sur la propreté sont très strictes et les officiers de protection planétaire vérifieront à toutes les étapes que les mains sont bien propres avant de se mettre à table. Cela implique de réorganiser totalement la chaîne de construction, car chaque pièce doit être testée et décontaminée de manière individuelle pendant la construction, mais aussi par exemple de choisir les matériaux qui résistent mieux à des multiples décontaminations plutôt agressives. Et enfin, la catégorie 5, c'est la contamination inverse en fait, lors de retour de l'échantillon qui pourrait potentiellement poser un danger pour nous. Du coup, j'aime appeler cette catégorie « Et si les dodos c'était nous ?» Pour ces missions, un impact destructif à la surface de la Terre de la capsule de retour doit être évité. L'échantillon doit être ramené dans un conteneur étanche. L'analyse des échantillons doit se faire dans un environnement confiné. La sonde Genesis a ainsi ramené des particules collectées dans le vent solaire. Première mission d'échantillon, à part les retours de la Lune par les missions Apollo. Pour son atterrissage, tout est ainsi prévu. Un parachute doit s'ouvrir pendant la descente. Un hélicoptère doit passer pour attraper le caisson de retour d'échantillon au vol pour le faire atterrir le plus doucement possible. Ce rattrapage en vol fut l'objet de nombreux entraînements. Il y a même un second hélico prévu en cas de panne. Bon, pas de chance, le 8 septembre 2004, le parachute ne s'ouvre pas. Et du coup, la sonde tombe d'un coup, sans parachute depuis l'orbite. Voilà la photo du résultat. Je note effectivement le photographe taquin qui inclut les deux fiers hélicos pour montrer comment tout cela avait été bien préparé. Voilà. Donc non, heureusement l'hélico était pas dans la trajectoire parce que ça correspondait un petit peu comme essayer d'attraper une balle de golf avec les dents. Donc voilà. Donc la première réentrée dans le cadre de cette catégorie 5, c'est fini avec la plupart des conteneurs exposés. Peut mieux faire. Et actuellement, une mission de retour d'échantillons martiens est déjà en cours. Et voilà, donc en ce moment même, le rover Perseverance est en train de collecter des échantillons et une vingtaine de petits tubes qui contiennent des petits échantillons ont été déposés sur Mars. Et donc ces tubes seront collectés par un autre rover européen qui s'appellera Rosalind Franklin, puis envoyés dans l'espace et ramenés sur Terre dès la fin de notre décennie. En fait là, on est à cheval entre les catégories 4 et 5. Bien sûr, si vous introduisez une bactérie terrestre dans ces petits tubes qui aurait suivi Perseverance dans son voyage, eh bien, vous aurez une détection de vie lors de l'analyse sur Terre. Mais ça sera plutôt une détection en mode retour à l'envoyeur de la bactérie que vous y aurez envoyée. De la même façon, il faudra faire attention au retour d'éviter les atterrissages incontrôlés en mode Genesis. Bon, vous comprenez maintenant que si l'on veut un jour réussir à répondre à l'une des questions les plus importantes depuis Galilée, la vie est-elle apparue sur Terre uniquement sur Terre ou alors ailleurs dans notre système solaire, il faut donc prendre toutes les précautions. Mais certains chercheurs pensent d'ailleurs que la réponse à cette question est d'ailleurs une course contre la montre. Parce que oui, il est bien possible que l'humain arrive sur Mars de notre vivant. Et un humain, c'est cracra, c'est pas facile à bien nettoyer. En fait, ce jour-là, la protection planétaire, c'est fini. La souillure biologique terrienne aura atteint Mars.
Pour revenir à notre métaphore insulaire, c'est un peu comme étudier la faune et la flore des lagons de Mururoa. Pour des résultats optimaux, il était sans doute préférable de le faire avant les 179 essais nucléaires français qui ont eu lieu. L'équivalent de cette explosion nucléaire, le jour où l'une des questions les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité deviendra peut-être insoluble, le jour où Mars sera irrémédiablement souillé, c'est le jour où Elon Musk commencera à y chier. C'est chic. Merci Johan. Quelle Des belle questions chute. pour Johan? Désolée, je me permets juste un petit correctif. C'est pas une question, c'est un Rosalind correctif. Franklin, c'est le rover associé à la mission ExoMars. Rosalind Franklin ne va pas récupérer les échantillons déposés. Rosalind Franklin va forer jusqu'à 2 mètres de profondeur. Il va tout laisser sur Mars et va faire ses datas, ses petites analyses sur place. Et c'est une autre mission, aussi dirigée par l'ESA, qui doit retourner donc sur Mars, récupérer les petits échantillons et les renvoyer sur Terre. Eh ben, merci beaucoup pour le correctif. Je vais répondre effectivement. Donc, j'ai fait une petite erreur. Donc, le rover qui va récupérer tous les échantillons ne sera pas Rosalind Franklin ou Rosalind Franklin. Par contre, le rover Rosalind Franklin existe effectivement. Mais celui-là sera un rover pour aller forer sur Mars. Est-ce qu'on peut avoir le nom de notre auditrice qui nous a... C'est Clara Azemar, Voilà. Pour ExoMars. Ah bah très bien. Donc c'est Clara Azemar qui travaille exactement sur ExoMars qui nous fait ce correctif. Merci beaucoup. Ah, mais les auditeurs, le niveau des auditeurs, c'est ça le problème. Faut recruter en dessous. Ça, généralement, on invite après dans l'émission pour pouvoir faire un dossier. C'est de ma faute, hein. Et donc pour un petit podcast sur Rosalind Franklin, ça sera donc le 26 juin. Très bien. On va revenir les pieds sur terre. Enfin, les pieds, ce qu'il en reste parfois, avec Irène qui nous parle de gangrène. Faut-il avoir peur de pourrir? En grec, gagréna veut dire mortification, pourriture. Ce qui est donné en français le mot gangrène. Sa définition donc est maintenant processus morbide de mortification, de nécrose des tissus, causé par une interruption de la vascularisation de ces tissus, par choc, infection ou par l'exposition parfois à un froid intense. Donc, pour reprendre cette définition, on parle donc d'un phénomène dû à une interruption prolongée de l'irrigation sanguine dans un tissu. Et en l'absence d'oxygène, le tissu meurt et se putréfie. Alors la question devient, faut-il avoir peur de la gangrène? Voyons ce qu'il en est de cette gangrène. On distingue en médecine la gangrène sèche de la gangrène humide. En l'absence de phénomènes infectieux, la gangrène est dite sèche. Mais l'évolution vers une infection ou une putréfaction la transforme en gangrène humide. Il existe au moins 2 équivalents au terme de gangrène, la nécrose et le sphancelle. Alors, le sphancelle, honnêtement, on l'utilise plus beaucoup. Cependant, il faut bien dire que peu de mots médicaux suscitent autant de terreur, à la fois chez le clinicien et chez nous tous, que la gangrène, avec toutes les associations que l'on peut faire avec l'idée de pourriture et de putréfaction. Voyons les différents cas de gangrène, commençant par le cas le moins probable, une maladie qui est absente en France, mais qui est présente dans de nombreuses régions du monde, le cancrus oris, ou gangrène de la bouche, appelée aussi noma. C'est une forme de stomatite, une inflammation de la bouche et des lèvres, qui est gangréneuse, foudroyante, qui se développe dans la région de la bouche et du nez. Cette maladie ravage atrocement le visage. Je ne vous conseille absolument pas d'aller voir sur Internet. En détruisant à la fois les muqueuses, les gencives, les tissus mous, les tissus musculaires et osseux de la face. Le cancrus oris touche principalement les prématurés et les enfants malnutris en bas âge. Ces causes sont principalement le manque d'hygiène, la malnutrition. D'ailleurs, autrefois, on l'associait au scorbut en l'appelant le cancer scorbutique, ainsi que les maladies infectieuses qui induisent une baisse des défenses immunitaires. Le noma est de fait un indicateur biologique de pauvreté extrême, de malnutrition sévère chronique et de violation
des droits de l'homme qui frappe les enfants les plus vulnérables dans le monde. Et pire, dans les régions les plus pauvres, les enfants atteints sont souvent rejetés par la communauté qui y voit, hélas, une malédiction. Deuxième exemple de gangrène, la gangrène de Fournier, qui est aussi une maladie rare en France et qui n'est pas absente et qui est potentiellement mortelle. C'est une infection bactérienne nécrosante, rapidement progressive, qui part du périnée et des organes génitaux externes. Elle est secondaire à une infection polymicrobienne, c'est-à-dire que plusieurs bactéries sont impliquées. La gangrène de Fournier est une infection mixte causée par une flore bactérienne, donc à la fois aérobie et anaérobie, c'est-à-dire que ces bactéries peuvent ou utiliser l'oxygène ou alors elles peuvent ne pas en avoir besoin. C'est par exemple le cas quand on a une infection dans des tissus profonds, par exemple osseux, ce sont souvent des bactéries anaérobies qui n'ont pas besoin d'oxygène. La gangrène de Fournier touche surtout les diabétiques, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes en surpoids et les individus immunodéprimés par usage prolongé de corticoïdes, par exemple. Les personnes aussi souffrant de malnutrition, comme c'est le cas dans l'alcoolisme chronique. Cette infection touche très rarement les femmes, mais le taux de létalité des cas féminins est plus important et nécessite 2 fois plus souvent une ventilation mécanique et une dialyse que chez les hommes. Les enfants, eux, ne sont que très exceptionnellement concernés par cette infection. Le point d'entrée de cette maladie, par où s'infectent les personnes, est généralement situé dans le tractus génito-urinaire ou le tractus gastro-intestinal inférieur et parfois la peau. En revanche, le développement et la progression de la gangrène sont souvent fulminants et peuvent rapidement entraîner une défaillance de plusieurs organes, ce qu'on appelle une défaillance multiviscérale, et la mort. En raison des complications potentielles, il est important donc de la diagnostiquer le plus tôt possible, car malgré les antibiotiques, le taux de mortalité reste élevé, environ 1 cas sur 2. Enfin, je vais vous parler de la gangrène gazeuse, qui elle est bien plus présente sur toute la planète et en France. La gangrène gazeuse se caractérise par une infection microbienne à germe anaérobie, donc qui n'ont pas besoin d'oxygène, de la famille des bactéries appelées les Clostridium, avec, comme le nom de la maladie l'indique, une production de gaz au sein du tissu infecté. Et de fait, on peut voir les bulles de gaz dans des vésicules ou les sentir sous la peau, habituellement au cours de l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que la peau fait des cloques qui peuvent être très très importantes. On les voit très très bien, elles peuvent être très grosses, même de 10 cm de diamètre, et souvent de couleur très foncée. Les liquides extraits de la plaie sentent mauvais, ils ont une odeur putride. Et rapidement, les patients deviennent fiévreux, se mettent à transpirer, anxieux, ils peuvent vomir, et souvent, la fréquence cardiaque et le rythme respiratoire s'accélèrent. Il y a apparition d'une coloration jaune de la peau, parfois, c'est-à-dire qu'il y a jaunisse, c'est-à-dire augmentation du taux de bilirubine dans le sang. Et typiquement, les patients restent conscients très longtemps, mais il se peut que la pression artérielle chute dangereusement, c'est ce qu'on appelle le choc septique, et le coma s'installe. Puis peut apparaître une insuffisance rénale, et rapidement, le patient décède. Alors, sans traitement, le décès survient chez 100% des personnes infectées. Mais en France, les décès dus à Clostridium sont rares. Comment on l'attrape? Eh bien, cette pathologie se déclare après souillure des plaies par de la terre, je pense au jardinage, des instruments ou des mains sales. Et on se rappelle que ces infections étaient fréquentes sur les plaies de guerre. C'était l'une des infections les plus redoutées lors des guerres du passé, souvent soignées par l'amputation du membre touché ou conclue par la mort du patient. Maintenant, elle se contracte rarement, heureusement, parfois, hélas, après contamination lors d'une intervention chirurgicale, c'est-à-dire infection nosocomiale. Cependant, encore une fois, toutes les personnes infectées par les Clostridium ne développent pas une gangrène gazeuse.
Mais ces infections restent rares, malgré les antibiotiques et l'utilisation de l'oxygénothérapie hyperbare, ce qui m'amène d'ailleurs à parler des traitements de la gangrène. Il consiste généralement en une ou plusieurs des solutions suivantes. Outil numéro 1, bien sûr, les antibiotiques. Les antibiotiques, ces médicaments peuvent être utilisés pour tuer les bactéries dans la zone affectée. Ils ne sont évidemment utilisés qu'en cas de gangrène humide et restent l'outil, encore une fois, le plus efficace, utilisé en première intention. Parfois, on va utiliser la chirurgie pour enlever les tissus morts. C'est ce qu'on appelle le débridement. Il permet d'éviter que la gangrène ne se propage aux tissus sains situés à proximité. Lorsque la gangrène est étendue, il peut être nécessaire d'amputer un doigt, un orteil, voire un membre complet. Et puis, un type particulier de débridement que je suis sûre que vous allez adorer, c'est le débridement à l'asticot. Il s'agit d'une alternative non chirurgicale au débridement traditionnel. Au cours de cette procédure, des larves de mouches sont placées sur la zone affectée afin de ronger les tissus morts et d'éliminer les bactéries. Il s'agit d'une procédure indolore. Les asticots sont reconnus comme traitement en France et aux États-Unis depuis 2004. Et ce sont les asticots de la mouche verte que l'on utilise qui ont en effet la propriété de ne consommer que les tissus nécrosés, de faciliter la cicatrisation des tissus sains en stimulant la production de tissus cicatriciels, tout en désinfectant les plaies sans usage d'antibiotiques. On a tout gagné. On a aussi l'oxygénothérapie hyperbare. Et donc, au cours de cette procédure, vous êtes placé dans un caisson pressurisé spécial qui va administrer de l'oxygène à haute pression et augmenter ainsi la quantité d'oxygène dans la zone affectée. Cela peut accélérer la guérison et aider à éliminer les bactéries. Ce traitement est d'ailleurs particulièrement efficace chez les personnes qui développent une gangrène à la suite d'un ulcère, dans le cas de ce qu'on appelle le pied diabétique, c'est-à-dire une infection du pied chez les personnes qui souffrent de diabète. Pourquoi? Parce que chez les personnes diabétiques, le taux de sucre dans l'organisme est plus élevé et donc nourrit particulièrement bien les bactéries et c'est très difficile d'enrayer une infection bactérienne chez un diabétique, d'autant plus que ces patients ont souvent un déficit immunitaire associé à la pathologie. Enfin, il y a aussi la chirurgie vasculaire. Si votre gangrène est due à une mauvaise circulation sanguine, votre chirurgien peut vous recommander une intervention chirurgicale pour améliorer votre circulation. Donc les personnes dont la gangrène est due à une artère bouchée, par exemple, peuvent subir ou bénéficier, je dirais, d'une angioplastie, c'est-à-dire une procédure qui vise à déboucher ou élargir une artère bouchée ou rétrécie. Voilà. Donc, en conclusion, non, n'ayons pas peur de pourrir, cela ne risque pas vraiment de nous arriver de notre vivant ici en France. Même si c'est vrai que chez les personnes diabétiques ou en déficit immunitaire, leur risque est grandement augmenté. Donc, c'est vrai qu'à moins d'une immunation ou d'un embaumement, si vous faites enterrer dans le cimetière de votre village, très probablement, votre corps va pourrir, mais vous serez mort et jusqu'à preuve du contraire, vous ne sentirez pas les asticots. Vous pensiez être prémédiqué grâce aux interventions précédentes? Vous pensiez que plus rien ne pouvait vous dégoûter? Que plus rien ne pouvait venir parasiter votre vision de la vie, de l'univers et de tout le reste? Détrompez-vous, les amis. Cette soirée ne serait pas une vraie soirée radio-dessinée sans une intervention de la personne même qui en est à l'origine, le champion des créatures dégoûtantes, qu'on a invité sur le podcast un beau jour de 2011 pour nous parler de taxonomie et qui n'a jamais cessé de le parasiter depuis, pour notre plus grand bonheur. Pierre nous a préparé une petite chronique toute pourrie, non pas sur la taxonomie, mais sur la taphonomie. Pierre, on t'écoute si on peut.
Ok, donc ma chronique, je vais vous indiquer son titre, c'est Des fossiles tout pourris, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, un petit préambule, décidément, avec cette radio dessinée, l'année 2024 s'annonce prolifique en moments privilégiés avec les membres de Podcast Science, puisque nous avons eu le plaisir de nous réunir presque au complet, au Nouvel An, et y enregistrer la 500e émission. À l'occasion, nous avions, Alexa et Léa et moi, rédigé une chronique à 3 voix, où je vous parlais de fossiles vieux de 500 millions d'années. J'y annonçais que plus de 500 millions d'années d'évolution se sont écoulées depuis l'émergence du dernier ancêtre commun entre un humain et une lamproie, je peux montrer maintenant, et que si on remontait il y a 500 millions d'années, on serait parfaitement excusé de ne pas être en mesure de distinguer les représentants de la lignée à laquelle nous appartenons de celle qui donnera les lamproies qui peuplent nos rivières. J'en veux pour preuve que les paléontologues galèrent comme pas possible pour réaliser cette distinction lorsqu'ils interprètent les fossiles d'espèces de vertébrés qui vivaient à cette période. En effet, malin sera celui qui, au premier coup d'œil, pourra discriminer les silhouettes de Haikuictis, Milokungmingia et Jongjeonictis. Yes, cette fois-ci j'y suis arrivé. Tous trois, si je me permets une petite description, ressemblent grosso merdo à des filets de hareng avec une bouche béante. Parce que voilà, je pense que c'est une bonne manière de les décrire. Si je m'autocite si longuement de manière éhontée, c'est tout d'abord pour donner l'occasion à nos dessinatrices et dessinateurs de représenter le faciès et la silhouette si particuliers des lamproies actuelles et des 3 espèces suscitées. Alors pour compléter le portrait des lamproies, je me permets une digression étymologique. D'abord car les noms de la lamproie marine, Petromyzon marinus, vient du latin lambeau, lécher et petra, pierre, donc ça veut littéralement dire lécher les pierres. Allez savoir pourquoi. Ça me parle. Donc pour un nom scientifique d'origine grecque signifiant la même chose, Petra, pierre, museau, lécher, voilà, on s'en lasse pas. L'animal peut ainsi lécher les cailloux et s'y coller pour lutter contre le courant. Je pense qu'on peut voir un petit gif animé, voilà, qui nous montre à quoi ça ressemble. En effet, les lamproies présentent autour de la bouche une structure en forme d'entonnoir tapissée de dents pour la perforation, mais sont aussi pourvues d'une musculature en anneau qui agit comme une ventouse et assure la fixation. Et maintenant, pour une digression parasitaire. Je me permets de m'autociter une seconde fois, mais cette fois-ci en puisant dans mon ouvrage « Moi parasite ». Les larves de lamproie, pas encore prêtes pour le parasitisme, s'occupent du nettoyage des fonds des rivières en aspirant les algues et bactéries qui y pullulent. Les lamproies des rivières sont en effet des parasites vertébrés ressemblant à une anguille, mais qui possèdent une bouche exceptionnelle, dépourvue de mâchoire, elle est circulaire, béante, et constellée de dents acérées leur permettant de s'agripper aux écailles de leur hôte, souvent des saumons, dont elles sucent le sang. Je pense qu'on peut voir une petite image, voilà. Si cette charge parasitaire, les lamproies peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long, constitue un réel fardeau pour les saumons, elle est une source supplémentaire d'azote et de sels minéraux pour la forêt environnant le cours d'eau. En effet, après leur reproduction, les lamproies, d'ailleurs comme les saumons adultes, sont destinés à mourir d'épuisement sur place et vont rapidement être recyclés par des prédateurs, des charognards et des tritivores comme leurs propres larves. Donc comme dit presque l'adage, tu nais pourri et tu redeviendras pourri. Et enfin, pour une digression culinaire, croyez-le ou non, mais ces poissons parasites à la mâchoire de l'enfer sont souvent employés dans des spécialités locales, comme pour la lamproie à la bordelaise, voilà, une belle image, ou encore les tourtes royales à la lamproie. Alors pour la première recette, nous venons d'Aquitaine, sachez qu'il faut d'abord saigner la lamproie vivante, pour que le sang recueilli soit mélangé avec du vin rouge, ça évite la coagulation. Puis on tronçonne le corps, qu'on fait mijoter 2 heures, avec des poireaux dans la sauce. Bon appétit. Quant aux tourtes des lamproies, comme on peut les voir à l'image, la tradition remonte au Moyen-Âge et surtout au Portugal et en Angleterre. Dans l'Angleterre médiévale notamment, ces tourtes étaient offertes à la royauté en guise de remerciement. La tradition voulait que la ville de Gloucester, donc cette ville offre au monarque une tarte à la lamproie à chaque Noël. En 1200, la ville a été condamnée à une amende de 40 marks, c'est l'équivalent de 56 000 € en 2024, pour ne pas avoir fourni la tourte. La coutume annuelle a pris fin en 1836, mais une tourte est toujours offerte lors d'occasions spéciales telles que les couronnements et les jubilés, notamment ceux de la reine Élisabeth II, paix à son âme. En rupture avec la tradition, celle du roi Charles III était fourrée au porc. Oh, shocking.
La raison proposée pour ce pied de nez à cette coutume séculaire est le déclin de la population des lamproies dans les rivières anglaises. Voilà. On peut quand même remarquer que ça fait partie du déclin de la biodiversité. Alors on a beaucoup parlé de lamproies, mais il ne faut pas oublier nos 3 filets de poiscaille fossiles. Certains paléontologues considèrent en effet que ces fossiles sont tout pourris. Et pour prouver que ce sont des fossiles tout moisis, ils ont proposé de créer une discipline à part entière, la taphonomie expérimentale, c'est-à-dire la science de faire moisir des carcasses pour mieux comprendre comment les fossiles se forment. L'étymologie de la taphonomie vient du grec taphos, enfouissement, sépulture, et nomos, loi, et c'est la discipline de la paléontologie qui étudie tous les processus qui interviennent après la mort d'un organisme jusqu'à sa fossilisation. Donc c'est le paléontologue soviétique Ivan Efremov qui a inventé ce nom en 1940 pour désigner l'étude du passage des cadavres ou traces d'organismes vivants de la biosphère, la somme de tous les écosystèmes, à la lithosphère, c'est l'enveloppe rigide de la surface de notre planète. Donc comment on fait du vivant des cailloux. Et la taphonomie est cruciale lorsqu'il s'agit d'interpréter des fossiles d'organismes possédant peu de structures minéralisées comme des lamproies. La première fois que personnellement j'ai entendu parler de taphonomie, c'est à travers la lecture d'un billet de blog de 2010 rédigé par Tom Roux, membre fondateur du Café des Sciences. Il y évoquait notamment les conditions exceptionnelles à réunir pour fossiliser des structures molles chez de très vieux spécimens. Je vois une pile de dessins qui s'accumule à ma droite, j'ai un petit peu peur. Et malgré ces conditions, interpréter l'allure des silhouettes ainsi obtenues est peu aisé. Par exemple, j'ai donné ici les dessins des 3 filets de harengs au nom imprononçable correspondant aux 3 fossiles que je vais de nouveau demander à, cette fois-ci, Robin de décrire. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe à droite de ces dessins? Alors à droite, c'est des versions fossilisées, non? Oui. J'ai le droit de dire ça. Il faut que je décrive plus. Oui, voilà. Est-ce que c'est des trucs allongés avec des machins en dessous. C'est très compliqué. Il y a des couleurs différentes. Avec des couleurs différentes parce que le caillou est pas le même. Voilà, le caillou est pas le même. Et en gros, grosso merdo, si je vous annonçais que je m'étais trompé, que je vous avais interverti l'un avec l'autre. Si, alors il y en a quand même des qui sont plus grands et d'autres qui sont plus fins quand même, un peu. Un petit peu. Oui, donc je les ai quand même mis dans le bon ordre. Mais niveau morphologie, ça laisse un tout petit peu désirer. Je vous avais pas menti, c'est du bon fossile frelaté. Et pourtant, réussir à décrire ces spécimens est crucial pour établir l'histoire évolutive de la lignée des vertébrés, et le groupe un peu plus large auquel appartiennent les vertébrés qu'on appelle les chordés. Chez les chordés à l'heure actuelle, on trouve les vertébrés, mais aussi d'autres étranges bestioles comme les tuniciers, qui ressemblent à des siphons aquatiques, et celles qui nous intéressent aujourd'hui, les lancelets. Et pour les décrire, c'est simple. Vous allez commencer à comprendre pourquoi c'est problématique. On dirait des filets de harengs sans tête. D'ailleurs, le nom de genre des lancelets les plus célèbres, Branchiostoma, signifie bouche branchie, et je les décris souvent à mes étudiants comme des poissons qu'on aurait décapités, en laissant juste quelques franges de chair dépasser. Donc pour pouvoir établir l'histoire évolutive de la lignée des chordés à partir de fossiles, il faut établir 2 choses. La première, c'est les relations de parenté de ces espèces fossiles avec des espèces actuelles. Puis, deuxième chose, déterminer à quel moment des innovations morphologiques ont été acquises au cours de l'évolution. Et le problème, c'est que justement, ce sont ces innovations morphologiques qui servent bien souvent à définir les relations de parenté des chordés avec des spécimens fossiles. Et comme de par hasard, les experts qui décrivent ces fossiles trouvent ou non les structures correspondant à leur théorie évolutive favorite. Ça commence à sérieusement sentir le faisandé, cette histoire, et c'est ce qu'ont commencé à penser les chercheurs Mark Purnell et Philip Donoghue, qui s'en étaient plaints dans une tribune fracassante publiée dans la revue Bioessays en 2009. Et pour ne pas faire les pourris gâtés, ils n'ont pas fait que se plaindre et ont mis les mains dans le cambouis, enfin plutôt la mélasse, puisque pour prouver que leurs collègues paléontologues avaient des théories frelatées, ils ont pris plein de spécimens de différents chordés, de la poiscaille, des lancelets, des lamproies et d'autres trucs qui puent bien déjà de base, et ils les ont laissés croupir plusieurs semaines en documentant rigoureusement l'aspect des spécimens au fur et à mesure de leur décomposition. Leur conclusion, lorsque leurs spécimens pourrissent, les structures disparaissent dans un ordre non aléatoire. Et là, je pense qu'on peut voir en image à peu près à quoi ça ressemble de travailler dans ces laboratoires. Donc vous voyez, il y en a un qui porte un masque à gaz. Niveau odeur, je vous raconte pas l'ambiance, un authentique pot pourri. Il faut parfois porter un masque à gaz pour contempler les résultats des expériences taphonomiques, et ce sont les équipes de recherche attenantes qui devraient être ravies, sachant que certains de leurs spécimens pourrissent depuis plus de 10 ans.
Leurs recherches ont toutefois permis de révéler que plus on laisse pourrir un vertébré comme une lamproie avec peu de structure dure, plus sa dépouille putride ressemblera à des lancelets. En plus, la perte des caractères se fait successivement et dans un ordre stéréotypique où toutes les innovations évolutives accumulées par sa lignée s'estompent progressivement. Donc là, il y a un parallèle incroyable à faire avec ma propre discipline, l'évo-dévo, la génétique évolutive du développement. Sans rentrer dans les détails, sachez qu'on a un adage dans mon domaine qui dit « l'embryogénèse récapitule la phylogénèse ». Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? En gros, ça veut dire que parfois, en observant les différentes étapes du développement embryonnaire d'un animal, on peut détecter l'apparition d'innovations évolutives successives qui ont émaillé l'évolution d'une lignée. Alors c'est loin de faire consensus dans la communauté scientifique, mais parfois c'est assez édifiant. Dans ma BD, l'Odyssée évolutive, le mec il place tous les livres qu'il a écrits, j'illustre cela avec le développement embryonnaire humain, celui d'Ulysse pour être précis, où l'embryon du héros développe successivement des bourgeons de branchies, puis des vertèbres, puis des appendices, suivant l'ordre dans lequel ces caractéristiques ont été acquises au cours de l'évolution de notre lignée. Donc l'embryon va récapituler l'histoire évolutive de notre groupe. En gros, c'est ce qu'on appelle la phylogénèse. Et si on en croit les résultats de pourrissement des poiscailles, la décomposition décapitule la phylogénèse, puisqu'elle fait disparaître successivement et dans l'ordre inverse les différentes innovations évolutives acquises au cours de l'évolution. Donc l'embryon rejoint la décomposition dans un beau cycle naturel, c'est que ce serait très poétique si on ne parlait pas de poissons définitivement pas frais. D'ailleurs, le lien entre les embryons et les carcasses putréfiées ne s'arrête pas là. Pour parfaire nos connaissances en taphonomie, nos chercheuses et chercheurs n'ont pas hésité à étudier la décomposition des embryons et larves, que ce soit ceux des lancelets, des lamproies, dont les larves portent le nom d'amocètes, ou des alevins de poissons. Et là, je peux voir une illustration que j'adore, que j'ai trouvée sur Twitter. C'est une chercheuse qui a expliqué son travail. Donc c'est le dessin qui est juste au-dessus, c'est à peu près mes compétences en dessin. On voit vraiment des poissons très poissons. Et après, justement, comment c'est censé récapituler ce travail-là, et dans lequel on peut faire pourrir des embryons, des larves ou des adultes, et voir à quel point ça peut nous permettre de ce qu'on appelle construire ce qu'on appelle une carte morphologique, on appelle ça des morphospaces, et où on peut cartographier les potentielles ressemblances morphologiques des fossiles avec des embryons, larves et dépouilles avariées. Donc, tout ça, ça contribue alors à manifester beaucoup plus de prudence au moment de l'interprétation des fossiles, en soulignant que si des structures sont absentes, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles n'étaient pas présentes sur l'individu qui a été fossilisé. Soit parce qu'il ne les avait pas encore formées, parce que c'était un embryon, une larve, parce que l'individu était juvénile, soit parce qu'elles ont disparu en premier au moment de leur décomposition. Conclusion. La prochaine fois que vous entendez parler de la découverte exceptionnelle d'un fossile des tout premiers chordés ou des tout premiers vertébrés, attendez-vous à ce qu'un taphonomiste expérimental s'en mêle et pourrisse bien l'ambiance. Ça arrive couramment. Comme discussion. Comme discussion, dans ces laboratoires-là, oui. Est-ce que quelqu'un dans le public a une question pour Pierre? Nathan. Question de Nathan. Est-ce que sur les trois animaux, sur les trois filets De harengs sans tête. est-ce que l'espèce de fil bleu qu'on voyait, c'était les tripes? Alors, est-ce qu'on peut revoir cette image? Oui, donc Nathan me pose la question sur les reconstitutions qu'on voit en dessin, dans lesquelles on voit des filets de harengs sans tête et qui correspondent à des espèces fossiles. Est-ce que le filet bleu qu'on voit à l'intérieur, donc il faudra se rendre sur les notes de l'émission pour pouvoir voir ces reconstructions, correspondent au tube digestif? Oui, et c'est plein de caca. Ah. Nathan a l'air très satisfait de la réponse. Une question du petit... Et la raison pour laquelle on les voit, c'est que dans les fossiles, parfois, on est capable de voir ce trajet du parcours alimentaire dans le fossile directement. Très bien. Merci beaucoup. Ouais, on a la maîtresse du temps qui nous rappelle à l'ordre, là. Donc, il va falloir qu'on avance. Notre matheux de service a voulu lui aussi parler de décomposition. Je suis désolé.
Non, on m'a demandé de parler de... Non, le premier thème prévu était la putréfaction. J'ai dit, bon, là, j'ai vraiment clairement rien à dire. Ce sur quoi Topo a sorti son téléphone, a cherché des synonymes, a trouvé décomposition, il a tapé décomposition et maths, il a dit, il y a plein de trucs, vas-y, tu fais un truc. Donc, je ne vais pas parler de putréfaction, ni de moisie, mais de décomposition, parce qu'effectivement, en maths, on adore les décompositions, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Mais je vous rassure, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux que dans les chroniques qu'on vient d'entendre. Alors, oui, de toute façon, les gens qui ont entendu Podcast Science, qui ont écouté, les vrais, enfin, je veux dire, ceux qui ont dit écouter les épisodes les plus importants, c'est-à-dire ceux qui parlent de maths, ont entendu parler de décomposition un grand nombre de fois, à propos des nombres premiers, puisque l'un des théorèmes les plus importants des maths est le théorème fondamental de l'arithmétique, qui est donc la décomposition des nombres en facteurs premiers. Voilà, je vous ai dit c'était moins dégueulasse tout de suite. Ça va ? La putréfaction. Moi je me sens sale d'entendre ça. Quand j'ai parlé de nœuds, j'ai évidemment parlé aussi de la décomposition des nœuds en nœuds premiers. Quand il a été question des séries de Fourier par TUP, il a également parlé bien sûr de la décomposition en séries de Fourier. Enfin, on n'arrête pas en maths, on décompose tout. On décompose aussi les théorèmes en étapes élémentaires qu'on va appeler des axiomes. Bref, c'est quelque chose de très 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 fréquent. On décompose tout pour essayer de comprendre comment les choses sont structurées. Alors, je me suis dit qu'il allait quand même falloir que je trouve un petit exemple que je n'avais pas déjà traité. Alors, il y a les couleurs aussi, ça c'est pas en maths, mais c'est toujours l'exemple qu'on donne, hein. On décompose les couleurs en couleurs primaires, tout ça. C'est pour les gens qui n'ont pas suivi les histoires de nombres premiers, c'est la même chose avec des trucs que vous connaissez. Non, je veux dire, les gens qui n'ont pas suivi. Il y en a fatalement qui connaissent pas le nom premier, c'est un droit. C'est un droit fondamental. Et donc, il se trouve que j'ai entendu parler il y a peu, donc je vais sortir un petit peu des maths, mais c'est des maths que je trouve intéressantes parce qu'elles sont là où on s'y attend pas, entre la biologie et la robotique, et ce genre de questions. C'est comment on décompose un mouvement. Alors en physique, on décompose des mouvements, hein, ça arrive aussi, on décompose en, comment on appelle ça déjà, composante horizontale, composante verticale, tout ça, pour essayer de comprendre comment un mouvement se fait. Voilà, exactement. Et donc j'ai pensé exactement à ce mouvement-là que tu es en train de faire, Johan. Donc si vous posez votre coude sur une table, vous vous rendez bien compte que vous avez plusieurs mouvements possibles, mais en fait ça peut se décomposer en deux mouvements principaux. On peut lever le bras, donc le coude est posé sur la table. Attention, c'est là vous avez pas de table, donc vous débrouillez vous. Mais vous avez l'image. Donc on pose le coude sur la table, on peut lever le bras, le baisser, et on peut tourner le bras. Et en fait, en composant, parce qu'après on peut recomposer, c'est l'avantage des maths. Hein, c'est pas. En recomposant, on peut recomposer deux mouvements et on arrive à n'importe quelle position que le bras pouvait prendre directement avec un mouvement direct. Et donc ça, c'est assez rigolo. Donc ça veut dire que par exemple, à partir du moment où on voit qu'on peut décomposer en deux mouvements principaux, ça veut dire que on est en dimension 2. Ouais. Ça vous parle peut-être pas, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'observe. Quand on regarde toutes les positions que peuvent atteindre la main, c'est une sphère. C'est un morceau de sphère quand le coude reste posé, puisque c'est la sphère centrée dans le coude et qui a comme rayon la longueur du bras. Ça va, j'ai perdu personne. Donc effectivement, c'est une sphère, c'est un truc de dimension 2 et c'est bien, on est cohérent. Alors après, évidemment, les dimensions, évidemment, on peut aller en dimension 3 si on s'autorise plus de mouvements, mais malgré tout, on a plus de dimensions que ça quand on étudie le mouvement. Puisque là, restons-en toujours au mouvement qu'on peut faire, c'est quand même très limité, hein. Avec le coude posé sur la table. Évidemment, si je veux décrire la position de ma main, je peux aussi la tourner quand même, j'ai le droit. Et donc là, je rajoute une dimension qui est, est-ce que ma main est dirigée vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, tout ça. Et donc là, je suis en 3 dimensions. Donc là, c'est une sphère, mais en fait, faut pas penser que à la sphère, on a aussi le mouvement de rotation du bras qui va ajouter une dimension. Et si évidemment j'ai le droit de parler en plus de la position des doigts, le nombre de dimensions explose littéralement. Et donc on se rend bien compte que si on veut décrire précisément des mouvements de ce type, alors ça concerne évidemment des gens qui s'intéressent à ça en médecine, en biologie, en choses comme ça, pour décrire des mouvements de corps humain ou d'autres choses. Et en robotique, quand on veut évidemment concevoir un robot capable de faire un certain nombre de mouvements. C'est quelque chose de très important en robotique, de s'assurer que le robot qu'on va construire va bien être capable de tout faire. Et puis, tant qu'à faire, de s'économiser des articulations si finalement on n'en a pas besoin. C'est aussi quelque chose qui est, donc j'avais discuté une fois avec un chercheur dans ce domaine-là, pas sur les robots mais plus sur la biologie, qui étudiait aussi éventuellement les conséquences d'une pathologie ou même juste le comportement, comment on fait pour attraper un objet. En fait, on a plein de façons, on est dans un espace à dimension énorme sur tous les mouvements, toutes les façons qu'on peut avoir d'attraper un objet avec son bras, parce que j'espère que vous avez compris que c'est un espace de dimension énorme. Et donc si on a un mouvement qui est empêché,
Non, non, non. J'ai pas dit le mot énorme. Et donc ils font des expériences du style on place un obstacle. Quelle va être la stratégie qu'emploie notre cerveau pour quand même réussir à attraper l'objet. Et donc quels vont être les chemins dans cet espace à dimension forte dimension, grande dimension, turgescente. pour attraper un objet. Donc voilà, je trouvais que c'était Philippe, vraiment. J'y avais pas pensé. Vraiment, en parlant de grande dimension, ça m'aurait jamais effleuré. Mais évidemment, maintenant que je te vois, ça devient évident. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris l'idée. En maths, là, j'ai donné d'autres exemples avant. Là, celui-là, on est un autre. La décomposition est quelque chose qui permet de comprendre les choses, de les analyser, de concevoir aussi des nouvelles choses. Et encore une fois, la conclusion que j'avais prévue était quand même de l'aspect positif et finalement c'est très optimiste comme fin à cette émission. On va dire qu'à la fin on peut recomposer puisque nous sommes en mathématiques et donc tout est faisable, tout est possible. On décompose et après on recompose des mondes complexes. Voilà. Merci Robin. Pardon d'avance à la gardienne du temps, mais pendant que Topo scanne les derniers dessins, on va prendre quelques questions des auditeurs s'il y en avait, que ce soit pour Robin ou pour les autres intervenantes. Non, je sens que j'ai pas généré beaucoup de questions. Hein. Moi je trouve qu'on devrait dire la putréfaction en nombre premier. J'apprécierais beaucoup le théorème de putréfaction en nombre premier. Oui, pourquoi pas. On a une question de la petite Edea au fond de la salle. La petite Eléa a un problème parce qu'elle est nulle en maths. Du coup, pourquoi une sphère c'est en 2D et pas en 3D? Mais tellement. Alors je répète, oui, ouais. La question est pourquoi une sphère c'est en 2D et pas en 3D? On distingue, de même qu'on distingue le disque du cercle. Donc le cercle c'est juste le bord et le disque c'est la surface. Ouais. On distingue également la sphère et la boule. Merci, ça fait plaisir de dire boule alors que Philippe est dans la salle. Et donc la sphère, c'est uniquement la surface. Voilà. La sphère, c'est que la surface. Oui. Waouh. Ah oui, non, bah alors après c'est une histoire de convention, je veux dire, c'est pas très important. Hein, la sphère c'est clairement quelque chose en 2 dimensions. Donc en fait une sphère c'est plat. Vous vous repérez, le monde, oui, c'est pas plat, c'est 2 dimensions. C'est la peau du ballon. Sur Terre, la Terre, je veux dire, on se déplace sur la Terre, pas dans la Terre. Ouais. Généralement, hein. On peut prendre des tunnels, mais voilà. Et donc si on se déplace sur la Terre, on a bien effectivement besoin que de 2 coordonnées pour se repérer, longitude, latitude. Donc c'est bien de la dimension 2. Ça va, j'ai répondu à la question. Waouh. Ah bah ouais. Je crois qu'on a une toute dernière question d'Ashka. C'est un argument en faveur des platistes? Mais non, pas spécialement. Ashka qui demande si c'est un argument en faveur des platistes. Non, parce que alors, je veux dire, les objets de dimension 2, il y en a plein. Je veux dire, on pourrait plutôt, je trouve que, quitte à être panache, envisager une Terre en forme de donut, enfin de bouée. C'est aussi de dimension 2 et ça serait quand même plus classe. Génial, merci beaucoup. Pierre, est-ce qu'on est prêt avec les dessins? Chaud comme jamais. Génial, bravo Pierre. On a un dessin de Camille dans lequel Thomas de Sciences et Dessins la secoue en disant « Help, il est de quel côté le cœur ?» C'est pour dessiner un cadavre. Ça vanne pas mal entre dessinateurs. Hein. Mel, en effet, puisque Mel est en train de se dessiner à côté de Philippe représenté en lapin. Raclure biologique, gros trou noir massif. J'espère que tu vas pas tomber dans le piège de la facilité. On a un dessin de Philippe dans lequel on a notre président français et son premier ministre contre la prolifération de la raclure biologique pauvre. C'est un peu raide, Gabriel. Quoi, trop honnête? Je peux mettre des fleurs autour s'il faut. On a un dessin de Thomas dans lequel on voit représenter 2 pierres tombales et un qui est caché derrière une et qui dit « Génial, une espèce rare, observation naturaliste en 2024 ». Et ensuite quelqu'un dit « Monsieur, descendez de la tombe de mon mari ». Un dessin de Philippe dans lequel il est en train de se représenter des sports réactivés après 50 ans dans l'espace. Bah, c'est des sports de combat. Oh, bravo. Alors, ensuite, Mel qui représente un martien qui est en train de récolter des sacs à caca déposés par une fusée. Oh, ils font chier ces touristes. Dans tous les sens du terme.
Un dessin de FIP, Cospard 2024, c'est comme Podcast Science. Donc plein de scientifiques qui discutent autour d'une bière. Claire qui dit calomnie. Du calme Claire, du calme. Encore un dessin de, je crois que c'est FIP, dans lequel on a une comète, il est marqué Uber Comet, garantie moins de 5000 ans. J'arrive avec vos microbes dans 200 ans. Vous pouvez descendre en bas de l'immeuble? Un dessin de Camille qui représente Johan. Première case, moi je voulais parler de physique si propre, des planètes sans atmosphère, aucune vie, et du coup, aucune mort. Et puis après Johan moins calme, et au lieu de ça, on m'oblige à parler de biologie qui pue. Un dessin de FIP dans lequel il est représenté à côté d'une montre en départ de course, la course contre la montre. Et la montre qui dit « Je vais t'éclater, pourriture ». Un dessin de FIP, la fin de la conférence de Pierre, dans lequel je suis caché derrière 3 piles de dessins. Ah, t'as 150 scans de retard, Pierre. Lol. Un dessin de Mel dans lequel les expériences en taphonomie, les chercheurs sont fantastiques. Donc c'est un chercheur avec un masque à gaz qui dit « Allez, je vais prendre un machin vivant qui vient de mourir et je le regarde pourrir. C'est fascinant !» Et quelqu'un qui, dans hors champ, qui dit « Psychopathe !» Un dessin de Camille dans lequel l'équipe de Podcast Science est représentée en putréfaction zombie. Podcast Science sur la putréfaction. Alors un dessin de Thomas qui visiblement s'est attaché à représenter un... Alors moi je pense que c'est quand même... Haïku ictis, hein, je le reconnais bien. Vue d'artiste d'un ancêtre de l'homme ou de la lamproie, on n'est pas sûr. Un dessin de FIP dans lequel on voit une séance de cocktail. Le saviez-vous? Un proctologue sur 77 va perdre sa main en confondant son outil de travail avec une lamproie. Et donc là, on voit deux proctologues, manchots, lamproie, ouais, pareil. Degré de honte de FIP, 3 sur 10. Un dessin de Mel dans lequel je suis représenté à côté d'une lamproie. Tu étais vivant et tu deviendras caillou. Ok, mais quand est-ce qu'on mange? Un dessin de FIP dans lequel une lamproie est chez un médecin. Faites ah. Un dessin de Mel dans lequel on voit une lamproie. Coucou Pierre, tu veux que je vienne mettre en pratique mon nom latin avec toi? Je crois qu'il y a des films d'horreur comme ça. FIP qui représente une lamproie. Lamproie 1, la 2 et la 3, c'est pareil. Alors c'est un tout petit peu mélangé, désolé, mais j'ai dû me chier dessus, on peut le dire, sur l'organisation. Là, c'est retour avec des dessins en relation avec la chronique de Johan, et dans lequel on voit un dessin de Seth où il y a un martien qui descend, il y a un sac à caca sur la planète Mars. Alors, tu trouves des choses intéressantes? Ensuite, un dessin de Mel dans lequel on voit des planètes tout autour d'elle, Jupiter, Mars, Saturne, la Terre. Et la Terre qui dit, alors voilà les gars, j'ai ramené des parasites, et ils sont partout, même sur vos lunes. Et donc Saturne qui dit, mes enfants. Un dessin de Seth dans lequel 2 personnages sont en train de parler, et il y en a un qui est très très surpris parce que l'autre a une queue, et il dit, laisse tomber, une mauvaise rencontre avec une lamproie. Pareil que c'est parce que je m'appelle Pierre. Dessin de FIP, on revient sur les lamproies. Il y a une lamproie qui est assise sur un divan face à un psychanalyste. Je suis lamproie et j'ai une grande confusion sur par où je dois faire caca. Aidez-moi, docteur Claire. Degré de honte, 7 sur 10. Je pense que tu l'as mal lu, non, il y avait un jeu de mots quand même. Je suis lamproie, une grande confusion. Ah merde. C'est pour ça, donc je suis lamproie, une grande confusion. 1000 excuses, FIP. On n'est pas habitué à tant de raffinement, en fait. C'est vrai, ça. Aucune 0 bit. Non, mais si, le premier dessin, il y avait des bits. Un dessin de Mel dans lequel on voit Robin. Pourquoi je me décompose quand j'entends parler de maths? Un dessin de FIP dans lequel il y a un podium. Sur la case 1, il y a 2. Sur la case 2, il y a une montre. Sur la case 3, il y a FIP qui se demande où il est. Les nombres premiers. Ouais! Ensuite, un dessin de FIP avec un robot qui dit « Je vais pouvoir tout faire, maître ?» Oui, tout sauf ça. Haha. J'ai pas compris la blague. FIP, est-ce que tu peux nous expliquer? C'était sur les mouvements des robots. Je suis parti du principe que faire le sexe, c'était implicite. FIP est parti du principe que faire le sexe est implicite. Et un dernier dessin pour la route de Mel.
qui s'est dessiné donc en 2D. Je décompose mon dessin selon les préceptes mathématiques. Ça me simplifie grave la vie. Alors on a un dessin dans lequel il y a quelqu'un qui est en train de fondre sur une table. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien, un devoir de maths, ça me fait toujours cet effet. Voilà. Et enfin un dessin, une caricature de Robin dans lequel en maths on décompose tout. Et donc je vous le montre. Robin avec un air diabolique. Et c'est tout. Les amis, vous êtes Bravo, incroyables. Génial. C'est l'heure de la quote, déjà, la citation de l'émission. Alors évidemment, au moment de se quitter, on pense à partir, c'est mourir un peu. D'Edmond Haraucourt, que Prévert s'était amusé à déformer en martyr, c'est pourrir un peu, qui a dû inspirer Irène ce soir. Mais avec cela, on remplirait pas vraiment la mission de la fameuse quote de Podcast Science qui, depuis 2010, doit vous inspirer et vous donner de quoi réfléchir jusqu'à la prochaine émission. Du coup, je vous propose: le changement du monde n'est pas seulement création, progrès, il est d'abord et toujours décomposition, crise. D'Alain Touraine, sociologue. Je sais pas si c'est très Tu vas y réfléchir, Robin, réfléchis jusqu'à la prochaine fois. Donc voilà, ce fut encore une émission absolument incroyable. On a assisté en direct à la mort et à la décomposition de Tata Huguette, qui a ainsi évité de servir de pâté à ses animaux de compagnie. Eléa nous a fait rêver avec des fraises pourries et des clémentines moisies avant d'entrer dans le dur de sa chronique botanique thé mort, oui elle a osé, dans laquelle elle nous a déniché des plantes qui puent le cul de cheval mort. On a eu des dessins absolument fabuleux. Un Johan particulièrement militant nous a révélé entre autres que l'agent Smith est le vrai héros de la série Matrix et que les astronautes américains ont laissé leur sac de caca sur la Lune. Je sais pas si on avait besoin de cette information, mais je l'avais déjà dit dans la chronique sur le caca il y a bientôt 10 ans. Ok, j'avais oublié. Voilà, comme quoi il faut rappeler les faits importants de temps en temps. Irène nous a rassurés, n'ayons pas peur de pourrir. Et Topo a presque réussi à nous donner faim avec ses tourtes de lamproie avant de nous apprendre que les organismes pourrissent dans un ordre très particulier. Les acquisitions évolutives les plus récentes se décomposent en premier. C'est proprement fascinant. Enfin, Robin a quand même réussi à nous placer un petit sujet de maths qui avait l'immense mérite de ne pas être dégoûtant. Et on a accessoirement appris, en tout cas j'ai appris, que les sphères sont en fait en 2 dimensions. Tout ça ponctué de dessins absolument extraordinaires de Camille, Mel, le prolifique Philippe, Thomas et Seth. Encore merci à toute l'équipe, merci aux dessinateurs, merci à Pouillot, merci au public, merci à Play-in qui nous a hébergés. Un merci particulier à Claire pour l'organisation et à Pierre qui, l'air de rien, a bossé toute la soirée en scannant, en classant les dessins entre 2 interventions. Merci, merci, merci. Donc, à bientôt. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.